Salut à tous et bienvenue pour le 218e numéro d'Enjeu Capital. Je dis 218 parce que c'est vrai que la dernière fois c'était le 218, mais bon, avec les petits problèmes techniques, on n'a pas pu le repartager, donc on va dire que celui-ci c'est le 218e et c'est le premier live qui concerne la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde 2022. Beaucoup de choses à dire. Et puis d'abord je vais vous présenter mes deux acolytes du jour pour ce 218e numéro. Tout d'abord, celui qui n'est pas venu depuis longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de travail, et notamment il est commentateur chez Canal+, pour la D1 Arkena, c'est Hugo Kapler. Salut Hugo. Salut Mousse, salut Yas, salut tout le monde. Bah écoute Hugo, comment ça va? Bah écoute, très bien, effectivement, j'ai un peu travaillé parce que la D1 Arkema, championnat des filles, continue pendant la Coupe du Monde, donc il y a un peu de boulot dessus. J'étais sur Bordeaux PSG, voilà, voilà, on est un podcast qui parle du Paris Saint-Germain. J'ai fait les filles du PSG dimanche, elles ont gagné 3-0 face à Bordeaux, donc voilà, des petits déplacements par-ci par-là, mais j'aurai quand même du temps pour la Coupe du Monde pour être présent avec vous, notamment revenir sur la belle entrée en matière de l'équipe de France hier. Eh ben, en tout cas, on est très heureux de te retrouver. Puis d'ailleurs, il y a plein de messages, notamment sur YouTube, qui demandaient, mais il était où le beau gosse blond? Il est où? Il a disparu? Il s'est fait virer? Non, pas du tout. Il a du travail. Il y en Écoute, a, il peut, il vient. il y en a qui t'ont dit, il s'est fait virer. Oui, mais tu connais, c'était de manière ironique, évidemment. Jamais de la vie. Hugo, il est avec nous Ah, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il était là au tout début, il sera là, bah, bien j'espère sûr, jusqu'à la fin, jusqu'à bien la fin. sûr. Toujours là avec En, vous, toujours. en tout cas, merci beaucoup Hugo d'être avec nous et comme tu l'as dit, on va débriefer quelques matchs et puis je vous présente mon deuxième acolyte du jour, hein, c'est le coach Yassine Amned. Salut Yass, Salut à tous. comment ça va? Ouais, ça va bien. Bien, tu t'éclates depuis le début de cette Coupe du Monde? Ouais, ça va. Ouais, ah, un peu d'optimisme, un peu de, hein? Non, il y a eu des trucs bien. Quand il y a beaucoup de matchs comme ça, il y a toujours des trucs C'est un peu vrai. moins bien. Donc, C'est un régal quand même. On se lève le matin, t'as un petit Maroc-Croatie, t'as les matchs à 11h, 14h, 17h. Toute la journée, t'es tenu par la main par les matchs de Coupe du Monde. Franchement, ouais, c'est Non, bien. non, C'est pour ça que sur les horaires de match, c'est pas mal pour nous, quoi. Quand t'as un peu de temps, que tu bosses pas, et c'est sympa la journée. Et les bons matchs. je vais quand même saluer tous ceux qui sont sur le live, hein. Il y a Big Talk, Fred d'AFC. Je l'ai dit, j'aurais toujours du mal avec vos pseudos, les gars. Redil Sauvage, un habitué. Salut, mon ami. Il y a Osni, il y a Iron Stick, Eva Regre, Passinoa 94, Mba Kufers, mon ami, qui a mis le drapeau saoudien. Il y a qui d'autre? Tchatchou, Fabrice, voilà, vous êtes tous là. Bienvenue à vous tous. Et puis on souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube et ceux qui nous écoutent sur les plateformes audio, Deezer, Spotify, etc. Bienvenue à vous tous. Et puis comme je le disais, hein, bah, c'est la première pour nous, hein. On va débriefer quelques matchs. Bah, évidemment, on va débriefer les matchs qui vont concerner les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc on va parler tout de suite, on va parler du France-Australie. Ensuite, on reviendra sur l'excellent Argentine-Arabie Saoudite. Et évidemment, on va revenir aussi sur ma deuxième équipe de cœur. Moi, je suis franco-marocain, donc déjà ravi de la victoire de l'équipe de France. Et puis le Maroc qui a tenu en échec la Croatie 0-0. Le match vient de se terminer. On en reparlera en fin de live. Messieurs, comme je le disais, on va commencer par le match de l'équipe de France, hein, France-Australie. Hugo, on a la composition qui s'affiche. Euh, En l'absence de Karim Benzema, Didier Deschamps il n'y a pas que l'absence de Benzema, il y a aussi celle de Varane, il y a pas mal d'absents. Mais Didier Deschamps a proposé une compo assez inédite avec un Griezmann qui intègre le milieu, parce qu'on a parlé beaucoup du 4-2-3-1, mais c'est peut-être plus un 4-3-3, avec une grosse activité d'ailleurs de Griezmann. Et on a sur le front de l'attaque Mbappé, Giroud et Dembélé. Première question, comme ça, à chaud, Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce match avec un premier quart d'heure difficile pour les Français? D'ailleurs, premier quart d'heure qui a vu l'Australie inscrire son premier but. Bah, moi, j'ai surtout aimé la réaction des joueurs de l'équipe de France parce que, comme tu le disais, Mousse, départ très très compliqué avec l'ouverture du score de Goodwin sur un mauvais placement de Benjamin Pavard. Ensuite, il y a la blessure de Lucas Hernandez, d'ailleurs, qui s'est révélée être très grave puisque c'est rupture du ligament croisé Ouais. antérieur. Et pour savoir ce que c'est, parce que j'ai eu ça très récemment, donc voilà, je souhaite bon courage à Lucas Hernandez parce que c'est très long. Il y a des problèmes, on en parlera peut-être après, mais composition de la liste de Didier Deschamps, de ne pas avoir remplacé Karim Benzema blessé, de ne pas avoir pris un latéral gauche ou droite. Bon, là, gauche, en l'occurrence, ça aurait été assez sympa parce que tu te retrouves avec un seul gaucher en défense.
tous les axes. D'ailleurs, Hugo, première question là-dessus. Il y a Ouais. pas moyen de faire venir un joker. On est d'accord, hein, là, c'est trop tard et il est obligé Alors, de faire avec. Hein. il avait jusqu'à lundi Ah, c'est ça. minuit pour remplacer Karim Benzema blessé. Et là, malheureusement, il est parti avec du coup 24 joueurs pour le reste de la Coupe du Monde. Mais du coup, voilà, tu te retrouves avec le seul Théo Hernandez, qui d'ailleurs a été excellent tout le long du match, qui a fait une très belle passe décisive. Mais voilà, dans la composition de la liste, c'est quand même compliqué. Et à la place, par exemple, d'un Axel Disasi, bah, j'aurais pris un Ferland Mendy ou un Lucas Digne pour venir combler au cas où ce qui est arrivé hier avec cette blessure de Lucas Hernandez. Mais au-delà de ça, j'ai aimé la réaction parce que la réaction a été assez rapide. On a eu 25 premières minutes compliquées. On avait du mal à se trouver. Et puis, au fur et à mesure du match, l'équipe de France a pris confiance, est rentrée dans son match. On a vu un excellent Adrien Rabiot qui a été très très important dans ce 4-2-3-1. C'est un 4-2-3, on va dire, à les allures de 2018, sauf que c'était Matuidi en ailier gauche qui avait un rôle plus défensif, alors que là, on avait une composition offensive avec Mbappé à gauche, Dembélé à droite qui a été aussi très très bon par séquence où il a fait du mal à la défense australienne. Mais vraiment, j'ai aimé le match d'Adrien Rabiot à l'image de ces derniers mois avec la Juventus où il est excellent. Que ce soit dans la transition, dans la récupération, dans la projection vers l'avant. On a Olivier Giroud qui rejoint le record de Thierry Henry en équipe de France, 51 buts. Quel beau message et quel mental surtout de la part d'Olivier Giroud, 36 ans, qui était plus dans les petits papiers de Didier Deschamps il y a à peine un an, voire même. D'ailleurs, je rappelle, Hugo, ce que je ne l'ai pas dit. Hein, donc le résultat, c'est 4-1. Il y a un doublé, effectivement, d'Olivier Giroud, un super but de la tête d'Adrien Rabiot. Il y a aussi un but de la tête, ce qui est rare, de Kylian Mbappé. D'ailleurs, Mousse, petite stat que j'ai sortie hier, parce que j'étais au Club des 5 hier, qui a repris depuis lundi, qui va couvrir toutes ces coupes. C'est vrai, et on salue nos camarades du Club des 5. Et on vous suit, les gars, on vous suit. Ouais, donc j'étais très content de faire mon retour hier au Club des 5. Donc voilà, pour ceux qui peut-être le savaient pas encore, on a repris le Club des 5 depuis hier. Donc n'hésitez pas à aller voir les débriefs des émissions. Mais la dernière fois que l'équipe de France a marqué 2 buts de la tête dans un match, tu sais, ça remonte à quand, Mousse et Yass? Bah, c'est 98, c'est le doublé de Zidane. Effectivement, la finale de Coupe du Monde 98. Donc beau message, beau clin d'œil quand même. Et surtout qu'Mbappé, tu le disais, c'est très rare. Et pour terminer, je laisse la parole à Yacine. J'ai beaucoup aimé le match de Kylian Mbappé, qui a été très très intéressant. Lui aussi, il a eu 20-25 minutes compliquées, puis ensuite il est rentré vraiment dedans. La petite talonnade astucieuse pour Adrien Rabiot sur la légalisation de Giroud. Il a été dans le match, il a touché 19 ballons dans la surface adverse. C'était pas arrivé dans un match de Coupe du Monde depuis 1970. Oui, je crois qu'on a la stat d'ailleurs, Yacine, si tu veux la mettre. C'était une stat de nos amis d'Opta. Qu'on a trouvé sur Twitter. Et oui, tu fais bien. Voilà. Donc, Kylian Mbappé a touché 19 ballons dans la surface adverse contre l'Australie, un record pour un joueur dans une rencontre de Coupe du Monde depuis 1970. Rivas, Siller et Müller, tous à 19. Je pense qu'on parle de Gerd Müller, hein, l'attaquant allemand. Et ils mettent intenable. Alors, sur Mbappé, je crois qu'Yacine est pas d'accord. Mais alors, tu vas d'abord, Yacine, nous parler globalement de ce que tu as pensé de ce match, puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Et si vous voulez qu'on commence par les attaquants, bah, on commencera par les attaquants. Et d'ailleurs, sur Mbappé, j'ai un premier commentaire de Tchatchou qui nous dit: j'ai été le seul à trouver Mbappé médiocre. Rabiot aurait plus mérité d'être l'homme du match. C'est grâce à lui que la France se réveille. Mbappé a beaucoup raté devant les cages. T'en penses quoi, Yass? Je sais que dans ton papier, Yacine, c'est ce que tu soulèves. T'es peut-être pas trop d'accord avec Hugo, et toi, tu estimes que le match n'était pas forcément très très bon de la part de Mbappé, notamment le côté où il insiste sur un contre un. Je laisse parler Yacine, mais j'avais pas fini. Il a été très bon, mais il a eu beaucoup de manqués aussi, et il aurait pu. Voilà, il y a des occasions immanquables. Mais pour moi, si je dois répondre aux commentaires sur Twitch, Rabiot est pour moi l'homme du match. Hein. Je laisse. Ah bah finalement, vous êtes d'accord alors. Bah, très bien. Oui, très bien. bien sûr. Allez, à toi, Yacine. Bah déjà, apparemment, l'animal préféré de Didier Deschamps est de retour. Parce que Deschamps démarre avec une compo en fait qui tient pas la route. Tu Parce peux que la remettre, Yacine, d'ailleurs, la compo ouais, comme ça. Lucas Hernandez à gauche alors que t'as Théo, qui est un vrai latéral. Théo, le joueur Voilà. du Milan, hein, Ouais. et Lucas, celui du Bayern. Les 25 premières minutes, elles sont juste horribles. Il n'y a rien, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'envie. Les Australiens, malheureusement, apparemment, ils ont aussi des problèmes d'essence en Australie parce qu'ils avaient 25 minutes d'essence dans le réservoir. Donc, Malheureusement, non, heureusement pour la France. non, mais ce que je veux dire, c'est que, non, pour eux. Oui, je rigole, Yass, bien sûr. Donc, ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Mais en fait, la blessure de Lucas, c'est pas bien de dire ça, mais en fait, c'est encore une fois un coup de chance pour Didier Deschamps. Parce que Théo, quand il rentre,
évidemment, il perd ce premier ballon. Évidemment, sur ces 2-3 premiers ballons, il est pas, bah, il met du temps à rentrer parce que je pense qu'il est pas encore chaud. Mais malgré tout, il amène cette envie, cette énergie et en fait, il tire les autres avec lui et il réveille un peu tout le monde. Donc ça, encore une fois, c'est la chance de Didier Deschamps. Voilà. La deuxième chance, c'est évidemment, euh, d'a- encore une fois, hein, je sais que les gens vont l'interpréter bizarrement, mais c'est pas grave. C'est de ne pas avoir Benzema parce que de toute façon, la mentalité de cette équipe, c'est pas de jouer au foot. Hier, moi, je suis désolé, je crois que j'ai pas vu le même match. Moi, j'ai pas vu une équipe de France exceptionnelle. J'ai pas vu une équipe de France qui, soi-disant, a été magnifique, etc. Elle a marqué des buts, mais dans le jeu, moi, j'ai vu une équipe de France classique. Alors déjà, juste une chose, par rapport à la compo, par rapport à Matuidi, l'histoire Matuidi, Rabiot et tout. Rappelez-vous que le premier match contre l'Australie en 2018, justement, Didier Deschamps démarre dans ce système-là en 4-2-3-1. Matuidi n'y est pas. Et c'est après ce fameux match qui n'était déjà pas maîtrisé que Matuidi devient ce fameux milieu gauche, hybride, un peu troisième milieu, on ne savait plus trop, mais bon, en tout cas, il était là côté gauche. Et c'est pour ça que moi, j'imagine que là, c'était une première face à l'Australie. Mais j'imagine très bien que dans la compétition, on se retrouve par exemple avec un milieu Chouameni, Fofana et Rabiot qui va venir occuper ce poste de Matuidi. Parce que je ne pense pas que Deschamps ne jouera pas tous ces matchs avec 4 offensifs, même si on peut toujours parler de Griezmann. Hein. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un offensif? Est-ce que c'est un milieu un peu tout-terrain? Mais je ne pense pas que l'équipe jouera avec 4 attaquants, notamment Dembélé, contre des équipes un peu plus fortes où il y aura besoin d'impact, de monde et tout. Après, sur le reste, j'ai vu quoi? Moi, j'ai vu Mbappé qui jouait. Alors, ok, on va me dire, oh, il a fait une passe décisive et un but. Mais moi, j'ai vu un Mbappé qui jouait tout seul, qui a tenté à peu près 4 ou 5 frappes. Il n'y avait aucune possibilité. C'est-à-dire qu'il avait le défenseur devant lui. Yacine, il y a eu des fois où il était en position de centrer, il l'a fait aussi. Hein. Alors peut-être les ballons n'arrivaient pas, hein, mais il n'a pas joué que personne. Hein. Non, mais heureusement. Mais sur 50 ballons, tu vas m'en citer 3. Mais je veux dire, regardez la moyenne des j'essaye de trouver des choses positives. Non, mais regardez bien. Dembélé, c'est la même chose. Dembélé, il a fait beaucoup de différences. Mais alors, déjà, Dembélé, comme d'habitude, hein, il met la passe décisive sur Mbappé. Et il met un super centre. Mais regardez bien le nombre de fois où il y a des différences et où il n'y a pas la finalité, le dernier geste, il manque de justesse. Voilà. Moi, je n'ai pas vu une équipe de France exceptionnelle. Je suis désolé. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, je pense que le jugement, il est aussi faussé par le fait que l'Argentine est perdue. Et en fait, tu rentres dans cette, entre guillemets, psychose, je vais dire, mais je ne sais plus, je n'ai pas le terme exact, de te dire, en Coupe du Monde, il n'y a plus de petites équipes. Regardez, l'Argentine, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Nous, on met quand même 4-1 à l'Australie. Donc, en fait, ton curseur, ça dépend à quel moment. Je pense que si, en fait, la France joue avant l'Argentine et qu'on fait le débrief tout de suite après la France, je ne pense pas qu'on a le même discours que après Argentine-Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, tu te dis, ah tiens, regarde, le Danemark, ils ont été tenus en échec par la Tunisie. Ah tiens, l'Arabie Saoudite. Donc, nous, on a fait le taf. Et effectivement, tu as fait. Alors, Yacine, ouais. Juste pour faire rebondir aussi Hugo, puis tu poursuivras après sur le reste de la partie offensive. Mais est-ce que Hugo, c'est aussi ce que dit Yacine, hein, est-ce que c'est aussi dû aussi à l'adversaire? Parce que l'équipe australienne, c'est une équipe très physique, qui a effectivement peut-être bien démarré le match et a réussi à mettre un but. Sauf qu'après, une fois que la France a réussi à mettre le pied sur ballon et honnêtement à maîtriser jusqu'à la fin du match, Hugo, est-ce que la France pouvait proposer peut-être mieux? C'est peut-être aussi ce que reproche Yacine, mais est-ce que la France pouvait proposer mieux face à une équipe qui est regroupée, qui est très physique, etc. Ah mais bien sûr, évidemment que c'est que l'Australie, mais c'est pas de la faute de l'équipe de France si l'Australie a joué à ce niveau-là. C'est le sens de la question, en fait. Il faut être deux pour faire un bon match. Et puis, est-ce que c'est ça? Sinon, dans ce cas-là, on dit ah bah c'est que l'Australie et puis on débriefe pas le match. Donc moi, je suis pas d'accord avec Yacine sur ça parce que ok, on peut dire l'entrée en matière d'équipe de France est bien réussie par rapport à l'Argentine, mais oui, le résultat compte en Coupe du Monde. Il y a que 3 matchs, donc si tu fais match nul hier, eh ben t'es quand même en difficulté. Surtout qu'il y a eu 0-0 dans l'autre match. Donc au final, ça te fait une équipe de France qui, si elle gagne son prochain match face au Danemark, est qualifiée déjà. Donc moi, je suis pas d'accord avec ça sur le fait. Mais donc toi, tu analyses le résultat ou le contenu? Les deux. Mais pour moi, le contenu, non, parce que là, tu parles que du résultat. Mais non, mais si tu analyses. Attends, Yacine, laisse-le finir. Non, juste une chose. Quand on parle du PSG, on met toujours en perspective les équipes.
Et là, la France, Mais on là, va c'est une dire Coupe que du Monde. l'Australie, c'est top 5. Mais Yacine, arrêtez. Les gars, Yacine, s'il te plaît, on laisse d'abord finir Hugo et après tu auras tout le temps de lui répondre. Ne t'inquiète pas. Tu sais très bien qu'ici on coupe pas la Non, mais c'est pas parole. la Laisse-le question. finir. Le coupe pas, laisse-le finir et puis après tu pourras le répondre. T'inquiète pas, Yacine. Vas-y, Hugo. Yacine, c'est une Coupe du Monde, c'est pas une Ligue 1 avec 38 matchs dans l'année. Il y a que 3 matchs à jouer. Donc, pour moi, évidemment, le contenu est très important. La réaction a été bonne. Je dis pas qu'ils ont fait un match stratosphérique, mais ils ont mis 4-1 dans leur premier match. Pour un match d'ouverture du Coupe du Monde, c'est important d'avoir 3 buts d'avance et d'avoir 3 points. Il y a des équipes qui vont se croûter, qui vont se planter. Alors, regarde la Croatie qui est vice-championne du monde, elle fait 0 contre le Maroc. Certes, qui a fait un très bon match aussi défensivement et qui les a bien tenus. Mais voilà, c'est qu'un point de prix. L'équipe de France, c'est 3 points et 4 buts marqués. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas analyser le contenu. Et je suis le premier, on le fait. Yacine, on fait 50 000 podcasts dans l'année avec nous, Nico, Samy et d'autres. Et je parle du contenu. Mais là, le match d'équipe de France hier, ok, il a de la chance parce que Théo Hernandez rentre, qui fait un très bon match et qu'il apporte énormément sur son côté gauche. Et peut-être que c'est pas le même match, mais je pense quand même que même avec Lucas Hernandez, l'équipe de France gagne. Mais pour moi, c'est important de réussir son entrée en matière parce qu'on verra combien de favoris vont se planter. J'espère que voilà, le Brésil va bien réussir son entrée en matière, mais en tout cas, l'Argentine est déjà en difficulté après avoir perdu son premier match. Ok, donc. Vas-y, Yacine, tu peux rebondir. Et d'ailleurs, Yacine, une autre question pour toi. Il y a eu quelques matchs depuis le début de la Coupe du Monde. Euh, voilà, est-ce que toi, il y a une équipe où sans parler du résultat, où tu as vu un contenu qui t'a plu du début à la fin? Je pense peut-être au 6-2 de l'Angleterre versus l'Iran. Est-ce que tu as un match, toi, que tu pourrais comparer parce que là, il y a quand même un score fleuve, hein, il y a 4-1. Et c'est toujours important aussi de gagner la première rencontre, c'est important pour le reste. Et encore une fois, il faut aussi parler de l'adversaire, Yacine, l'Australie, qui n'a rien proposé à côté. Mais voilà, et bien en fait, il faudrait que je refasse le podcast de PSG Haïfa, parce que PSG, premier match, ils avaient gagné 3-1, on les avait défoncés à Haïfa. Donc en fait, je suis désolé, je me suis trompé. Super, bon premier match, tu as pris 3 points. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que je l'ai redit, je l'ai dit dès le début. Tu as gagné, tu as fait le taf, tu as marqué 4 buts. Ok. Maintenant, on analyse ce qui s'est passé sur le terrain. Mais on ne peut pas dire d'un côté, le Qatar s'est éclaté, eux s'est éclaté, machin ceci, et dire l'Australie, fallait le faire. Non, mais quand même, à un moment donné, je dis, voilà. Après, encore une fois, je répète, moi, c'est que mon avis. Je reste persuadé que si l'Argentine ne perd pas contre l'Arabie Saoudite, je promets qu'il y a 50% des gens qui ne font pas la même analyse du match de l'équipe de France. Voilà. Parce que la défaite de l'Argentine, elle te met en gros te dire la Coupe du Monde, attention, il y a des matchs compliqués quand même contre des soi-disant petites équipes, etc. Donc, en fait, hier, c'était une journée un peu bizarre en plus. Parce que, pareil, on attendait quand même le Danemark plus fringant contre la Tunisie et ils ne l'ont pas fait. Et en fait, ton analyse, elle est basée sur les autres, pas sur le contenu de l'équipe de France. Mais non, sur les deux. Non, sur les deux. encore une fois, je parle en général, Hugo, pas de toi là. Je parle pas de toi, je parle en général. Parce que tout le monde t'a ramené à justement, fallait le faire, arrêter de dire l'Australie et tout. Bref, je reviens sur aujourd'hui. Franchement, j'ai pas vu d'équipe. L'Angleterre, ils ont fait un match complet, très cohérent, très intéressant. D'ailleurs, j'ai même été très surpris de la prestation de l'Angleterre quand on les a laissés à l'Euro, quand on a vu leur dernier match. J'ai été très surpris, il faut le dire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas vu d'équipe qui m'ont impressionné. Pour l'instant, tout le monde n'est pas encore rentré en lice. J'ai vu des bribes de match. Par exemple, tu vois, l'Arabie Saoudite fait un match très cohérent. On en parlera après. On parlera tout à l'heure de l'Arabie Saoudite. Mais tu vois, par exemple, il y a des séquences de jeu. Mais je n'ai pas vu une équipe où je me dis, tiens, voilà, là, c'est parti fort, à part l'Angleterre, pour l'instant. Voilà, par exemple, j'ai trouvé l'Équateur intéressant, mais par exemple, pareil, l'Équateur intéressant contre une équipe du Qatar horrible, qui n'a rien proposé. Donc, si je prends les deux matchs, tu vois, par exemple, l'Équateur, ils ont aussi marché sur le Qatar, et pourtant, le Qatar, voilà, c'était horrible. Donc, c'est tout. Maintenant, pour finir avec l'équipe de France, je redis, fallait le faire. Tu as marqué 4 buts, et c'est pas rien. Maintenant, il y a plein de petites choses à revoir sur l'animation, sur les automatismes aussi, parce que par exemple, tu avais une charnière qui n'avait jamais joué ensemble. Enfin, en tout cas, pas en Coupe du Monde et pas en sélection. Voilà, il y a plein de choses. Il y avait des joueurs qui jouaient leur premier match de Coupe du Monde. On va revenir Voilà. sur chaque ligne. Je vais prendre juste quelques commentaires sur Twitch et après je te laisse la parole, Hugo. Là, il y a Iron Stick qui te dit, Hugo, c'est une vérité, c'est que l'Australie, calmons-nous. Mbaku First qui dit Yacine est chaud.
J'ai même vu un commentaire, on dit Yacine est vénère. Non, Yacine, il n'est pas Non. énervé, c'est un passionné. Quand il parle, on a l'impression qu'il est énervé. Pas du tout, tout va bien, on se kiffe, n'ayez pas peur. N'ayez crainte, les amis. Qu'est-ce que je vois Ah oui, Reddy Sauvage, il dit j'ai pas envie de couper, je veux voir la bagarre. Non, pas de bagarre. Mais encore une fois, c'est bien quand on n'est pas tous d'accord parce que voilà, ça donne ça met un peu de passion dans le live. Tchatchou qui dit tonton Mousse le médiateur. Bah oui, il faut bien qu'il y ait un arbitre au milieu de l'octogone quand même. Euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a beaucoup, il y a beaucoup de commentaires. Je crois qu'il y en a pas mal sur Mbappé, mais je les lirai après. Vas-y Hugo, tu veux peut-être qu'on rentre parce que tu parlais de la charnière centrale qui n'est pas habituée à jouer ensemble. Hier, c'était Konaté Pas Mécano. et Upamecano, pardon. C'est vrai que là, par contre, ça a peut-être été pardon, un peu plus difficile pour eux, Hugo. Et on reparlera aussi des latéraux, à part Théo quand il est rentré, qui a été très très bon. Il faut qu'on revienne aussi sur Pavard. On en avait parlé à quelques lives, tu n'étais pas là, Hugo. Et en fait, bon, on expliquait que Pavard, ça fait quand même 4 ans qu'il croque sur la Coupe du Monde 2018 et son fameux but. Mais qu'en dehors de ça, on ne trouvait pas que c'était un excellent latéral droit. Mais hier, je pense qu'il l'a, je pense qu'il l'a encore démontré, Hugo. Attends, juste, on va arrêter de le dire parce qu'il va finir par nous éliminer avec le PSG. Bah, tant mieux pour lui. Vas-y, Hugo, sur la défense en général. Non, ce qui renforce aussi ma vie pour dire que l'équipe de France a bien réussi son entrée, c'est pas forcément par rapport à l'Argentine, pour répondre à Yacine, mais c'est aussi par rapport aux circonstances du match et au contexte. L'équipe de France a perdu son ballon d'or Karim Benzema, a perdu Nkunku qui était quand même pratiquement le 12e homme sur le terrain tellement il est important avec Leipzig et qu'il aurait fait du bien dans son entrée à la place du rôle de Griezmann. Tu avais des joueurs qui avaient jamais disputé d'Euro ni de Coupe du Monde, je pense à Tchouaméni qui était titulaire, Konaté, Upamecano, donc une défense quand même expérimentale dans un niveau de compétition pareil. Les deux, c'est 9 sélections, c'est 7 sélections pour Upamecano, 2 pour Konaté. Donc il y avait quand même des choses nouvelles dans cette équipe de France. Et donc tout ça fait que c'est pour moi, surtout qu'avec la sortie prématurée de Lucas Hernandez, tu as la défense qui est perturbée. Donc une défense déjà qui est un peu nouvelle, qui apprend à se connaître. Alors Upamecano et Konaté, ils ont une soixantaine de matchs ensemble à Leipzig. Donc voilà, dans les automatismes, je pense que Didier Deschamps a privilégié ça. Ils se connaissent un peu. Mais j'ai trouvé très très bon notamment Upamecano qui pour moi a fait son meilleur match en équipe de France parce qu'il avait eu des sorties plus difficiles avec l'équipe de France, mais dans son alignement, surtout dans sa projection vers l'avant et ses passes tranchantes pour casser des lignes, dans son jeu long. À un moment, il y a une passe magnifique pour Kylian Mbappé d'ailleurs, où c'est un des ratés d'Mbappé du match, où en première période où il lui fait une passe sublime au-dessus de la défense et Mbappé loupe son 1 contre 1 avec le gardien. Konaté qui a été plus sobre en essayant voilà, de limiter les maigres offensives de l'Australie. Pavard qui a été plus en difficulté, pour moi, qui est l'élément faible en équipe de France. Et d'ailleurs, si vous voyez la sortie de Pavard, il n'était pas content de son match parce qu'il y a eu 2-3 trous d'air, même après le but, où voilà, tu sens que clairement, à chaque fois qu'ils ont insisté un peu à droite, bah, notamment la tête qui a fait poteau, c'est encore un centre qui vient du côté droit de la défense de l'équipe de France. C'est ce que j'allais dire, Hugo. C'est vrai qu'en fin de première mi-temps, l'Australie aurait pu égaliser sur la tête de l'Australien. Et c'est vrai que Lloris était complètement battu et la défense était pareil, était complètement battue. Il a eu tout le temps d'ajuster sa tête. Donc c'est vrai que ça aurait pu être problématique, Hugo. Effectivement, donc c'est pour ça que je relevais cette occasion quand même, parce que ça venait du côté droit de la défense, mais aussi pour passer... alors je sais pas si tu veux faire que la ligne de la défense pour l'instant, Mousse. Et on passe après. Ouais, on passera au milieu après. Là, Bon, voilà, pour laisser Yacine et toi Mousse parler, tout ça pour dire que moi, pour un premier match de Coupe du Monde, pour 2 joueurs qui n'ont jamais joué, qui sont jeunes, et qui ont 9 sélections à eux deux, c'est quand même une première... Surtout que de voir le match de Upamecano, par exemple, ça te rassure sur le fait que Varane n'était pas prêt pour le match hier et de te dire que peut-être pour le Danemark, tu peux encore le faire reposer, comme la défense a apporté des garanties. Alors, ok, ce n'est que l'Australie, il n'y avait pas d'attaque, les attaquants, il n'y a pas de génération qui arrive. La génération de Tim Cahill est partie, maintenant il est dirigeant dans l'équipe, c'est pour dire que voilà, il y a un fossé et qu'ils ont un problème de formation en Australie, qu'il n'y a pas de nouvelle génération qui se dégage. Mais voilà, on juge les matchs de Coupe du Monde de l'équipe de France, c'était le premier match et hormis les 20-25 premières minutes, où c'est vrai, mais c'est pas forcément Upamecano Konaté qui était en difficulté, ça a été bien et c'est rassurant pour moi par rapport au fait que Varane, comme ça, a le temps de revenir sans se brusquer et de jouer peut-être prématurément et de se péter rapidement dans un match. Merci Hugo pour la défense. Yacine, ce que dit Hugo, c'est pas bête non plus. C'est vrai qu'en termes d'automatisme, Konaté ou Upamecano, tu vas jouer avec d'abord Lucas, ensuite Théo, Pavard à droite, c'est pas génial.
il s'en sort bien quand même. Elle s'en sort bien quand même cette défense malgré tout. Même si effectivement, à part le but des Australiens et peut-être la fin de première mi-temps où tu as le poteau. Bon après, il n'y a pas eu de vague australienne non plus. Il n'y a pas eu de vague offensive australienne non plus. Hein. Donc elle a été plutôt tranquille cette défense, même malgré quelques problèmes de placement, Yacine. Ouais, elle a été tranquille. Et, donc les Australiens sont venus 4 fois, ils ont marqué un but, ils ont fait un poteau. Mais sinon, elle a été bonne la défense. Attends, mais je vous jure, je crois que je vois pas les matchs, moi, en fait. Ou alors je suis fou dans ma tête. Je crois qu'il faut que Non, j'arrête de mais faire ça. je viens de dire qu'il n'y a pas eu non plus Non, je parle énormément pas de toi, Mousse. de vagues. Voilà. Non, mais ouais, ben justement, ça veut dire que les Australiens sont venus 3 fois, ils ont marqué un but, ils ont fait un poteau. Donc, qui a été bon, en fait? Je comprends pas. Mais le truc, c'est, tu vois, par exemple, hier, on dit, Upamecano, il a touché 139 ballons. Mais est-ce que c'est rassurant pour une équipe de France contre l'Australie que ton défenseur central touche 139 ballons? En fait, le truc, c'est que moi, en fait, je crois que en fait, le truc, c'est que moi, je ne peux plus analyser le foot comme il est analysé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as gagné 4-1, tu joues contre une attaque fantôme et, euh, et on te dit que tu as été bon. Non, ni bon ni mauvais. Voilà, pour moi, ils ont été Donc pour toi, corrects. Upamecano, il a pas été bon Upamecano, hier. Upamecano, Upamecano, il a été un peu au-dessus de Konaté ah, quand même, oui. dans le jeu avec ballon. Voilà. Mais après, Oui, je mais vais c'est pas non important. C'est plus. pour ça qu'il a Je vais touché pas, beaucoup de ballons. Il a un jeu long intéressant. ouais, Upamecano. mais je vais pas me casser le cerveau avec ce qu'ils ont fait hier contre une équipe qui était à la rue à partir de la 25e. Je veux bien, moi, tout analyser. Ah, Il y mais a on Hugo fait un Yacine, podcast pour débriefer le match, donc on est bien obligé de parler de leur match. non, mais tu es obligé de parler de l'adversaire aussi. Oui, je l'ai Hugo dit. Yacine, juste 2 secondes. Je Je vais l'ai vous dit lire que juste l'Australie a fait tout. je vais juste vous lire un commentaire Twitch. C'est pour ça vous concerne tous les deux. Ça t'est adressé, Hugo. C'est Lardon Frites, encore un pseudo marrant. Mais Hugo, la vraie question est est-ce que le match t'a rassuré pour les il a vu les échelons à venir. Je pense qu'il veut dire les échéances. Mm. Pour les échéances à venir contre des équipes qui seront forcément meilleures. Moi perso, pas du tout. Et ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, Yacine. C'est qu'en fait, toi, tu considères que malgré le score 4-1, ce n'est que l'Australie. Il y a le Danemark et la Tunisie qui arrivent derrière. D'ailleurs, le Danemark et la Tunisie qui sont neutralisés, hein, 0-0. La question t'est adressée, Hugo, si tu veux répondre, et puis on laissera finir Yacine. Est-ce que toi, ça t'inquiète ou finalement pas du tout? Et tu penses que l'équipe de France peut élever son niveau de jeu face au Danemark et à la Tunisie? Après, chaque match est différent. Peut-être que Didier Deschamps, déjà, il fera pas la même compo face au Danemark et qu'il sera un peu plus prudent et qu'il mettra un milieu à 3. Donc, je peux pas dire, je peux pas vraiment répondre à cette question. Est-ce qu'ils m'ont rassuré? C'était quand même compliqué. On sort d'une Ligue des Nations, on n'a pas été très bon. On avait perdu contre le Danemark, justement. Donc, voilà, il faudra se méfier. Ça sera pas le même match. Évidemment que l'Australie était l'adversaire le plus faible du groupe et qu'on a remporté le match comme il le fallait pour prendre les 3 points pour être plutôt tranquille. Là, c'est plutôt le Danemark quand même qui aura la pression sur le deuxième match parce qu'eux, ils n'ont qu'un point et ils ont l'obligation de gagner. Nous, on a déjà 3 points. Si on gagne, on est qualifié. Et si on fait match nul, on sera très bien parti pour passer en huitième de finale. Donc, on verra la composition de Didier Deschamps. On verra s'il n'y a pas de blessés d'ici là. Mais le Danemark n'a pas. Pourtant, le Danemark est une équipe que j'aime beaucoup, mais n'a pas été très impressionnant non plus hier. La Tunisie, certes, a fait un bon match défensivement, mais le Danemark n'ont pas impressionné non plus. Hein. Devant, je te signale que l'attaque, c'était Kasper Dolberg qui joue même pas avec Séville. Et ils ont sorti, il y a Thomas Delaney aussi qui est très important au milieu de terrain, qui est sorti sur blessure. Donc le Danemark aussi, je pense, a des problèmes avant qu'on regarde les nôtres. Alors évidemment, nous, tout n'est pas parfait, hein, je dis pas. Mais j'attends de voir la composition concoctera Deschamps parce que s'il passe avec un milieu à 3 et que du coup il la joue de façon un peu plus défensive, bah, peut-être que je ne tiendrai pas les mêmes propos. Mais en tout cas, hier, avec ce 4-2-3-1 offensif, et heureusement face à l'Australie, j'ai trouvé l'animation intéressante sans Benzema et Nkunku pour entrer. Yacine, il y a Stungar qui nous dit ça arrive de se prendre un but et un poteau sur 3 tirs. T'es très dur, Yacine. Ouais. On a perdu 2-0 contre la Finlande avec un expected goal proche de 0. Bah oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, les peu de situations, elles se transforment en occasions dangereuses. Donc c'est bien qu'à un moment donné, tu défends mal. Donc, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, peut-être que. Mais encore une fois, il n'y a pas de problème. Hein, mais j'ai vécu. Enfin, on va pas faire les anciens. On a vécu des Coupes d'Europe avec les clubs italiens qui venaient pas une seule fois dans ta surface et tu repartais avec une défaite. C'est PSG vrai. Juve de PSG Juve. Après, c'est un autre football. Tu as raison de le préciser. Hein. C'est une Bah autre oui, époque, un autre football. Hein. oui, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que ça existe, ça. Dans l'histoire du foot, on a souvent vu. Mais d'ailleurs, ça existe tellement que, regarde bien, des fois, quand tu regardes un match et que ton équipe est domine et rate des occasions, le premier truc que tu te dis, c'est ah, on va le payer, ils vont venir une fois, ils vont marquer. C'est donc que ça existe. Donc, bien sûr que ça existe. Je dis juste que contre cette équipe d'Australie qui était faible,
Ils sont venus 3 fois, ils créent 3 situations dangereuses, dont un but et un poteau. Voilà, c'est tout. Il y a Maintenant, Badou06, Yacine, il y a Badou06 qui te dit calme-toi, Yass, ce n'est que du foot. non, mais je suis calme. Je suis calme en plus, c'est pas genre, c'est parce que je parle comme ça avec un peu d'énergie, quoi. Comme Hervé Renard dans le vestiaire de l'Arabie Saoudite, quoi. Ah, il faut quoi? Mais on reviendra sur l'exploit d'Hervé Renard. Par contre, j'aimerais bien que parce que tu l'as précisé dans ton papier, sur Pavard, et comme ça, après, plus précisément, Hugo, tu me donneras ton avis. Mais Yacine, sur Pavard, pour toi, c'est plus possible. On peut plus continuer avec Pavard latéral droit, mais je sais même pas il y a qui pour le remplacer, en fait, tu vois. Bah, là aujourd'hui, il n'y a personne. Et c'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Parce que je répète que dans l'esprit de Didier Deschamps, Klose est un défenseur de. Enfin, c'est un piston. C'est pas un défenseur de défense à 4. C'est pour ça qu'il n'est pas là aussi. Pavard, bah, écoutez, revoyez l'action du but. Et je ne comprends pas. On dirait un bug sur PlayStation. Le mec, il est pas loin de son attaquant. Et d'un coup, il rentre à l'intérieur alors que le centreur, il ne peut pas mettre le ballon en retrait. Donc, il ne peut pas dire, ouais, je suis venu fermer la passe en retrait. Ce n'est pas vrai. Il lâche son joueur. Il n'est pas dans l'alignement. C'est une catastrophe. Voilà, après, tu peux mettre Koundé. Maintenant, moi, Koundé, je ne suis pas fan quand il est latéral non plus. Mais Pavard, je vais arrêter d'en parler parce que je vous jure, on va se porter la poisse. C'est lui qui va nous mettre le but de l'élimination avec le Bayern. Mais je répète, il joue au Bayern, il n'y a pas de problème. Il est champion du monde, ça, on ne lui enlèvera pas. Il a marqué un but de fou, on ne lui enlèvera pas. Mais qu'est-ce que c'est limité tactiquement? Voilà. Après, à sa décharge, il faut bien le savoir, c'est un joueur qui est formé défenseur central. Et en fait, qui joue latéral au départ pour dépanner un peu à Lille quand il arrive, quand il sort, et puis avec l'équipe de France, etc. C'est-à-dire que c'est pas un mec c'est pas un latéral de formation, c'est pas un ancien attaquant reconverti latéral, c'est un défenseur central. Peut-être qu'à un moment donné, lui, il n'a pas du tout. Tu vois, par exemple, Lucas Hernandez est aussi un défenseur central, mais je trouve qu'il a beaucoup plus d'aptitude à s'adapter au poste de latéral que Pavard. Voilà. Donc Pavard, eh ben, écoute, il a mangé sur l'Argentine, il n'a pas de concurrence. Peut-être Koundé, même si moi, voilà, Koundé, c'est pareil en latéral, j'ai jamais trouvé. Voilà, je le vois jouer avec Séville en défense centrale, c'est très bien. En latéral, je trouve qu'il y a un peu les mêmes lacunes. C'est pas la même énergie, mais il y a un peu les mêmes lacunes. Donc, écoute, Pavard, voilà, hier, il a encore fait une dinguerie. Si tu veux que je te dise, il a dit que c'était parce que Lucas Hernandez s'était blessé, que c'est son pote et qu'il n'était pas bien. Bon, apparemment, Lucas Hernandez, il se blesse quand même pas tous les week-ends. Donc à un moment donné, voilà. Tu veux ajouter une chose sur Pavard, même si tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Hugo? Ouais, Yacine a tout dit, hein. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est qu'il n'y a pas de concurrence en équipe de France pour lui. Donc il est dans le bon moment, la bonne période. Voilà, il n'a pas pris Klose parce que Klose, il l'a considéré comme un piston, Didier Deschamps. Et comme il savait qu'il allait repasser une défense à 4, bah, il a préféré prendre comme d'habitude un axial et jouer avec, voilà, de base, regarde, si tu prends sa compo de base, c'est 4 actions, hein. Lucas Hernandez à gauche, Pavard qui est, comme Yacine a dit, un défenseur central de formation. Et avec le Bayern, il a joué dans cette position-là quand il joue avec une défense à 3 cette saison. Donc voilà, c'est 4 défenseurs centraux, c'est ce que Deschamps aurait voulu. Heureusement, je ne vais pas dire ça, malheureusement, c'est dommage pour Lucas Hernandez parce qu'on perd un très bon défenseur pour la Coupe du Monde. Mais pour moi, en fait, le problème, c'est que Didier Deschamps, en conférence de presse d'avant Coupe du Monde, il nous dit, pour moi, je considère Lucas Hernandez comme un latéral gauche, donc il sera en concurrence avec son frère. Mais pourquoi ne pas avoir mis Lucas Hernandez dans l'axe, avec qui c'est le poste où il s'est stabilisé au Bayern dans cette défense centrale, et de mettre Théo Hernandez à gauche. Surtout que lui, en plus, Didier Deschamps a souvent insisté pour le fait qu'il aimait bien jouer avec un défenseur qui a le pied gauche et un défenseur qui a le pied droit. Là, il nous met 2 pieds droits, il change totalement son discours pour, voilà, comme d'habitude, sécuriser, pour éviter que, comme tu mets un 4-2-3-1, d'avoir des trop de, on va dire, à la récupération de peut-être que des joueurs comme Mbappé, Dembélé défendent pas et d'être mis en difficulté. Donc, il te blinde avec 2 défenseurs qui ont plutôt l'habitude de jouer en défense. Mais ouais, c'est ça. Déjà, il y a un problème dans la composition de la liste des Deschamps. Et là, tu te retrouves avec la blessure de Lucas Hernandez, à te retrouver avec un seul latéral gauche. Et moi, j'espère vraiment que Théo Hernandez, il va pouvoir tenir toute la Coupe du Monde et pas se péter, parce que tu regardes toutes les sélections depuis le début de la Coupe du Monde. L'Iran, ils ont perdu leur gardien. Hier, l'Arabie Saoudite, ils perdent leur capitaine à la fin de la première période. Ils perdent un défenseur à la fin. Thomas Delaney, il sort sur blessure. Le match du Maroc, il y a Mazraoui qui se blesse, Lucas Hernandez, enfin ça fait déjà beaucoup qui tombent, et j'espère que Théo Hernandez pourra tenir tout le long, parce que si tu te retrouves à mettre, je sais pas moi, hier on en parlait dans le club des 5, Adrien Rabiot arrière gauche, et Didier Deschamps il l'a fait une fois, bah là on n'est pas, ça me dérangera plus
le positionnement de Rabiot. J'ai préféré hier où il était avec Tchouaméni au milieu de terrain. Voilà. Il y a quelques commentaires hein, sur Pavard. Il y a Dada USA ou je sais plus. Je vois pas très bien, pardon. Hein. Pavard a défendu comme un latéral de troisième division de district sur le but, nous dit-il. Qu'est-ce qu'on a d'autre Pavard, c'est chaud parce que c'est exactement pour ce genre d'action que Didier Deschamps a sélectionné des défenseurs plutôt défense centrale que des pistons. Drew Menseb qui dit j'ai vu Pavard rentrer plusieurs fois à l'intérieur. C'est une consigne de Deschamps à mon avis. Désolé, mais Pavard défenseur, c'est encore plus flippant. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord avec vous sur le cas Pavard. Juste, je voulais que tu reviennes là-dessus, Yass, avant qu'on parle des milieux, sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la blessure de Lucas qui profite plutôt à l'équipe de France, et sur l'entrée de Théo, parce que on a l'impression que sur la ligne de 4 jusqu'à la fin du match, ça a été le meilleur, tant défensivement que offensivement. Même si défensivement, il n'y a pas eu énormément de travail, évidemment. Ouais, mais parce qu'en fait, pour ceux qui suivent le Milan AC régulièrement, moi je regarde souvent, il a une énergie qui est. Des fois, il fait des dingueries. Attention, tactiquement, il a des lacunes, il fait des trucs des fois qui paraissent improbables. Mais en fait, il a une énergie. Quand vous regardez les matchs de Milan, et d'ailleurs ses premiers matchs avec l'équipe de France aussi, c'est un mec qui fait des kilomètres sur un terrain. Il va chercher devant, il revient, il centre, il finit les actions des fois à l'intérieur de la surface comme un attaquant, alors qu'il joue couloir gauche. Enfin, en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que cette énergie-là, c'est mon avis, hein, mais d'ailleurs, dans le groupe du Club des 5, je l'ai envoyé tout de suite. Dès que Lucas est sorti, c'était mon message. En fait, cette énergie, elle entraîne les autres. Parce que quand tu vois un mec se défoncer comme ça à côté de toi, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas le laisser courir tout seul. Donc, tu es obligé de te mettre au niveau. Et regardez bien, comme par hasard, alors peut-être qu'il y a la fatigue, parce que les Australiens avaient beaucoup couru les 20 premières minutes, mais quand il rentre, ces 2-3 premiers ballons qu'il touche un peu haut, il va percuter. D'ailleurs, c'est lui qui amène le centre sur le premier but. Il va percuter. Mais tu vois, ça, c'est un truc où, en fait, tu envoies déjà des messages. Et cette percussion, elle a fait reculer l'Australie. Parce qu'ils se sont dit, tiens, d'un coup, il n'y a plus 4 défenseurs. Il y a un mec qui est là-haut. Il y a déjà Mbappé, mais il y a un deuxième joueur côté gauche qui vient de nous percuter. Donc, logiquement, en plus, tu mènes au score quand tu es une petite équipe, tu recules. Et ben, cette énergie-là, je pense qu'elle est vraiment importante. Et c'est pour ça que, là où je rejoins Hugo, c'est sur cette histoire de pourquoi être parti dans l'idée de les mettre en concurrence et pourquoi pas avoir mis Lucas stopper gauche ou pas Mécano à droite et Théo latéral gauche. Voilà, mais c'est Didier Deschamps hein, de toute façon. Mais vraiment, moi, j'aime beaucoup l'énergie qu'a ce joueur. Je trouve que c'est un vrai modèle dans l'envie, dans le combat. Et c'est pas que ça. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi un très bon joueur de foot. Et Leonardo, on se rappelle qu'il s'était renseigné à l'époque pour le faire venir au PSG, mais bon, le Milan demandait beaucoup, beaucoup d'argent. Hugo, on va passer au milieu de terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Griezmann, il était plus milieu relayeur que derrière les attaquants. Bon, peut-être que je me trompe, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, parce qu'il a eu une grosse activité. Et des trois milieux, j'ai l'impression que Tchouaméni, c'est peut-être le plus discret hier. Hugo, tu l'as dit, hein, je te donne la parole tout à l'heure. Hein, Adrien Rabiot, qu'on connaît bien, hein, formé au PSG, qui avait mal débuté avec la Juve, qui avait fait des saisons pas terribles et qui cette année est plutôt bien. A fait un très gros match hier et ça lui a permis de marquer un super beau but de la tête, Hugo. Alors, pour répondre à ta première question sur Griezmann, je pense qu'hier, il était quand même vraiment en numéro 10 parce qu'on avait le ballon la majorité du temps. Donc, il n'y avait pas besoin de se replier trop bas pour venir combler. Mais il l'a fait quand même parce que de toute façon, Griezmann adore courir et il adore faire ce travail. C'est dans ce sens-là que je le disais parce qu'on le voyait faire une grosse activité, revenir, etc. De toute façon, ça, il le fait à tous les matchs et ça fait partie des qualités de Griezmann. Et on sait que lui, au moins, quand tu auras besoin de défendre ou qu'il y aura des matchs plus compliqués qu'Australie, il sera là pour récupérer des ballons et se mettre en troisième milieu s'il y a besoin. Mais hier, du coup, il n'avait pas eu trop besoin de redescendre. Et d'ailleurs, pour compléter ce que disait Yacine sur Théo Hernandez, le fait que quand il est rentré, il est porté énormément et qu'il ait pris direct son couloir gauche, bah, ça a fait reculer la défense, l'équipe australienne. Et du coup, Mbappé pouvait revenir dans l'axe pour combiner avec Griezmann et Giroud surtout. Et c'est pour ça aussi que ça a amené beaucoup plus de danger et de variété dans le jeu de l'équipe de France et que ça a déstabilisé la défense australienne. Voilà, pour l'apport de Théo Hernandez, je suis d'accord. Hein, en gros, en vrai, en Europe, il y a Joao Cancelo qui est incroyable à gauche et Théo Hernandez. Quoi. C'est les deux meilleurs latéraux gauche du monde. Pour moi, Théo Hernandez, c'est l'archétype du latéral moderne. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais des fois, il a un peu des failles défensives. Mais pour moi, je préfère avoir
quelques fois où peut-être il va un peu se trouver, mais il apporte tellement facilement qu'au final, il comble. Parce que comment tu vois le nombre de buts qu'il te rapporte ou de passes D qu'il te rapporte à la saison, ça comble parfaitement le fait qu'il y ait quelques trous d'air de temps en temps. Pour parler d'Adrien Rabiot, et Dieu sait que je l'ai critiqué sur ses débuts à la Juve parce que je le trouvais pas bon. Après, est-ce qu'il est bien aussi entouré? Est-ce que Allegri le mettait dans les meilleures conditions? Ça, c'est une autre question, mais c'est une question un peu plus générale. Mais c'est vrai que là, il a pris de l'épaisseur, surtout au fait aussi dans le rôle d'Adrien Rabiot en équipe de France, parce que avec le fait qu'il y ait de nombreux blessés en équipe de France, de joueurs qui avaient un statut comme Pogba, comme Kanté, il se retrouve quand même avec un des joueurs de l'équipe de France avec le plus d'ancienneté et fait figure de leader et de relais pour Didier Deschamps. Donc là, clairement, c'est sa Coupe du Monde. S'il ne montre pas son vrai niveau à cette Coupe du Monde-là, on pourra toujours douter du fait qu'Adrien Rabiot puisse montrer dans les énormes matchs, dans les grosses compétitions. Là, c'était que l'Australie, mais il a réussi son entrée en matière dans la continuité de ce qu'il fait avec la Juve, c'est-à-dire dans la projection, récupérer les ballons hauts. Et on le voit d'ailleurs sur le premier but, c'est un pressing sur le défenseur australien qui amène, il a la récupération, et ensuite Mbappé qui lui met en petite talonnade et il fait cette passe décisive pour Giroud. Donc j'ai trouvé très très bon Adrien Rabiot. J'espère que ça va continuer comme ça. Parce que vu ce qu'il y a derrière en milieu, pour moi, j'espère qu'il sera aligné tous les matchs. J'aimerais pas qu'il y ait un Verretou ou un Guendouzi parce que Adrien Rabiot apporte beaucoup plus. Si tu as raison. Surtout parce que ce sont des Marseillais. Non, je vais pas dire comme ça, mais je peux pas le dire comme ça. Non, c'est moi qui le dis, Hugo. T'inquiète pas, c'est moi. Je te laisse le dire, moi aussi. Ah, je le dis et je l'assume, évidemment. J'espère qu'ils n'auront pas une minute. Après, rien, zéro. Je peux dire que Guendouzi, c'est pas mon style de joueur que j'aime au milieu de terrain, et que Verretou, je le trouve neutre et inutile dans la création et de ce qu'on a besoin dans une Coupe du Monde. Voilà. Oui, éclaté au sol, on peut le dire aussi. C'est bien. Je suis pas fan, voilà. C'est un joueur pour moi neutre. Et Tchouaméni, tu as raison, Mousse, sur le fait que ça a été. Alors, il a fait son travail, son job, mais pas un match un match tranquille où il n'a pas été trop dérangé, on va dire. Et je l'attendrai sur un match plutôt contre le Danemark où il y aura un peu plus d'opposition, notamment le milieu de terrain danois qui est un peu plus relevé. Et sinon, dans les autres joueurs, j'ai bien aimé quand même le match d'Ousmane Dembélé parce que si on fait le comparatif. Alors, on va venir après sur l'attaque. Okay. Bon, alors... mais sur le milieu de terrain. Voilà. Eh ben, écoute, il était complet sur le fait que moi, j'ai bien aimé le match d'Antoine Griezmann. Évidemment, c'était pas le meilleur match en équipe de France, mais il a été là pour combiner. Il a fait son travail de sape. Voilà, c'était du bon Griezmann. Et on en aura besoin parce que l'absence de Karim Benzema pour la Coupe du Monde fait que le rôle de création lui revient un peu plus. On avait beaucoup Benzema qui venait décrocher pour venir toucher les ballons et organiser. Là, le rôle revient vraiment à Griezmann, je trouve, dans ce schéma-là. Je vais lire quelques commentaires sur le live. Crocodile qui nous dit Griezmann était partout et nulle part à la fois. Il y a Ricky Biggie qui nous dit Tchouaméni a joué hier pour l'interrogation. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Lardon Frit qui nous dit Griezmann quand il n'est pas en confiance il défend. Non, moi je trouve qu'il était plutôt en confiance hier. Il n'y avait pas de souci. Guitois qui nous dit Tchouaméni le pauvre il s'est fait couper tout le match par le boucher Irvine. Ouais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le milieu pardon. Il y a Rio 24 qui dit Griezmann dans un rôle à la Neymar pour l'interrogation. Tac. Ouais, après Griezmann, il se bat contre les lacunes défensives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà, il y a pas mal de commentaires sur le live. Et oui, on me dit Mousse en mode Jones avec l'expression éclaté au sol. Et oui. J'ai quand même un adolescent de 18 ans, donc il faut que je m'y mette un peu. Ça, c'est plutôt la génération de Hugo. Même moi, Yacine et moi, on aurait dit bidon à l'époque, mais moi, je crois que ça se dit plus. Moi, je dirais même, tu vois, je te fais un petit remix, c'est claqué au sol. Moi, je dis plus claqué au sol que éclaté au sol. Ah, voilà, bah écoute, voilà. C'est ça, c'est la version bis. Ouais, sur les milieux, Yacine, bon, je pense que tu es d'accord, hein, Tchouaméni peut-être un peu moins en vue. Rabiot, que tu portes pas spécialement dans ton cœur, je crois. Je ne trahis pas un secret. Bon, il a plutôt été bon quand même hier, Yass. Ouais, il a plutôt été bon. Après le truc, c'est que Rabiot, il a déjà été bon aussi contre Barcelone. Le problème de Rabiot, c'est pas forcément d'être bon à match. Le problème de Rabiot, c'est d'être bon sur une série de matchs, d'enchaîner, d'être toujours au niveau. Bon, voilà. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous 2017, le fameux 4-0, son match, il est exceptionnel. Donc, c'est pas comme si on découvrait que Rabiot peut être un joueur de foot. C'est juste que Rabiot, est-ce qu'il a envie d'être un joueur de foot tout le temps sans changement de rythme, qui joue
avec nonchalance, on a presque l'impression parfois qu'il s'en fout. Voilà, hier, il a pris les choses en main, il a marqué. Je pense que ça lui a fait du bien son but aussi. Même si, voilà, encore une fois, sur la deuxième mi-temps, par exemple, je ne le trouve pas hyper influent, tu vois. Il est, il est meilleur que Tchouaméni, mais je le trouve, par exemple, les 20 minutes de la première mi-temps, où l'équipe de France reprend le match en main, je le trouve bien plus intéressant que sur la deuxième mi-temps, par exemple. Voilà. Après le troisième, c'est un peu Griezmann. Voilà, le truc, c'est que je pense que de toute façon, Griezmann, faut se faire une raison. C'est-à-dire que déjà, il est formé à l'école Diego Simeone. Donc, de toute façon, il aime le combat et il aime courir. Euh, et que on le voit, moi, je trouve il est par exemple, entre 2018 et maintenant, il est quand même moins présent euh, dans les combinaisons. Voilà. Il est plus dans un peu d'être là à un moment donné. Tu vois, Hugo disait, ouais, il est un peu moins défendu. Moi, j'ai en tête l'image d'un centre australien et c'est lui qui va tacler, c'est lui qui va tacler en défense. Tu vois. Donc, voilà, je pense qu'en fait, il est un peu hybride. Voilà, aujourd'hui, il est dans le combat, mais ça reste un bon joueur de foot parce qu'à la C'est un base. joueur qui a besoin de ça, Yacine aussi, hein. Ouais, Il a il besoin, aime lui, ça, de sortir d'un match complètement lessivé, courir à droite à gauche. Tu l'as dit, hein, à l'Atlético, pendant des années, ça a été, il a joué comme ça. Et je pense que lui, voilà, ça ne le dérange pas. Et je pense qu'il a trouvé peut-être le bon système Deschamps. Alors, d'ailleurs, tu le disais, Hugo, est-ce qu'il va réitérer ce même schéma et le même 11 contre le Danemark? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, il a aussi cette solution de pouvoir intégrer. Alors, même s'il y en a qui disent qu'il était plutôt 10, mais voilà, avec l'activité qu'il a, au moins, il a peut-être cette solution pour pouvoir intégrer un autre offensif. Et un dernier mot sur Chouameni, comment tu l'as trouvé, toi, Yacine, avant qu'on parle du trio offensif? Moi, je l'ai trouvé timide, je l'ai trouvé pas entreprenant. Après, tu sais, j'ai eu l'impression de voir un peu Renato Sanchez, parce qu'on est sur un live page, enfin, pas United, donc voilà. Renato Sanchez ou les premiers matchs de Fabien Ruiz, c'est le mec qui fait son Ouais. premier match de Coupe du Monde, qui est sûrement un peu de pression, mais qui prend au carré, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être celui qui va coûter quelque chose. Il fait son truc, voilà, il compense, voilà, il prend pas trop de risques dans les passes, parce que je crois qu'en plus, je crois qu'à la mi-temps, il fait partie des joueurs qui ont le plus touché de ballon. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que tu as fait de ces ballons? Et je pense que c'est là-dessus qu'on attend aussi. Quand tu joues comme ça en 4-2-3-1, il faut que tes deux milieux soient capables d'alterner cette prise de risque dans la passe. Tchouaméni ne l'a pas fait. Pareil, on va attendre parce qu'un premier match de Coupe du Monde, c'est toujours compliqué dans le sens où, surtout quand tu es un petit jeune comme ça qui arrive et qu'on ne t'attendait pas, parce que comme le dit Hugo, malgré tout, il y a 6 mois, on attendait quand même plus Pogba et Kanté que Tchouaméni. On ne t'attend pas. Donc, le truc, c'est de te dire, attends, je ne vais pas être celui qui va te faire une passe, genre je veux me la raconter, je fais une passe vers l'avant, on prend un contre, on perd 1-0 le premier match de la Coupe du Monde. Mais ça ne va pas être pour moi, donc c'est bien, je vais faire du scolaire et je vais rester dans le truc, tu vois. Donc je pense qu'il était plus là-dessus. Juste un petit message pour les gens du chat. Vous me dites hein, si le son tout va bien. Oui, j'ai pas eu de remarques, donc normalement ça devrait aller. Mais comme voilà, la dernière fois c'était pas terrible, donc n'hésitez pas à dire hein, s'il y a quelque chose, Ah, mais si le son est dégueulasse, c'est comme Nico vient de le aussi. dire Yacine. C'est Nico, Hein? il a un son horrible, Nico. Il a une connexion, un son horrible, faut le dire. Nico, ouais, mais moins que moi, je crois, hein. Et encore, parce que tu sais que maintenant Nico, il se branche directement à la box, donc il a plus de soucis. Ah ouais, Moi, c'est autre chose. Mais là, c'est. j'utilise un iPhone, donc là j'ai complètement changé. Ah, mais là, ça va, Et Mousse, ouais, hein. On te bah comprend. ouais. Ouais, ça va, ça va. Moi, j'avais un téléphone, je sais même pas ce que c'est comme marque, et voilà, c'était pas terrible, parce que je suis pas très geek, moi. Je suis pas, j'en ai rien à foutre du moment que je peux appeler et envoyer des messages, tout va bien. Mais là, je suis sur iPhone, là, c'est bien, là, c'est cool, là, c'est plutôt cool. Ah, Donc, dites-moi, hein. t'étais jeune, Mousse, et là, t'es repassé tonton, là. Ouais, bah c'est ça. Bah tu vois, là, Fabrice qui me dit Mousse, c'est parfait pour une fois. Bah merci, bien vu Mousse. Voilà, envoyez-moi des compliments, ça me met en confiance. Tu vois, c'est comme Griezmann et Rabiot. J'ai Eh, besoin d'amour, moi, j'ai besoin de confiance. par contre, Euh, je vois un commentaire. Et Hugo, avec ton vocodeur, c'est quoi? J'ai une voix vocodeur ou quoi?
Alors nous, on peut pas le voir parce que pour nous c'est nickel, Hugo. Ouais. Mais c'est vrai que eux, ils ont via Twitch, c'est pas pareil. Donc, mais je pense pas. Hein, sinon, t'inquiète pas qu'il y aurait eu beaucoup plus de messages. Hein. Et ici, ils hésitent pas, Hugo. Hein. Moi, je m'en suis pris plein la gueule à juste titre, hein, parce que j'ai eu pas mal de bugs. Mais non, t'inquiète, Hugo. Tout se passe bien. Excellent Mousse, tonton Mousse. Merci les amis, ça fait toujours plaisir. On va avant de basculer sur les deux autres matchs, un mot quand même sur la ligne d'attaque. Et on peut pas ne pas parler d'Olivier Giroud, Hugo. Comme tu l'as dit, hein. Il a dépassé Hugo Henry, hein, Hugo Henry, n'importe quoi. Il a dépassé Thierry Henry, Hugo. Là, j'ai un peu mélangé les trucs. Moi, je veux bien. Hein. Je veux bien avoir 51 buts pour l'équipe de France. Hein. Donc, il met un doublé hier. Il a 51 buts, 36 ans, Olivier Giroud. Olivier Giroud, never dead. Jamais, toujours là. On est content pour lui quand même, Hugo. Hein. Franchement, il était à 2 doigts de ne pas y aller à cette Coupe du Monde. Didier Deschamps n'a pas eu d'autre choix que de prendre parce qu'avec Milan tout se passe bien. Il met encore 2 buts hier. Rien ne l'arrête, l'ami Olivier Giroud, Hugo. Quel mental, Mousse, quelle histoire quand même pour Olivier Giroud qui n'était plus dans les petits papiers de Didier Deschamps, qui aurait été remplaçant pour la Coupe du Monde derrière Benzema, qui aurait été une solution pour le dernier quart d'heure si tu as besoin d'usine défense, de jouer un peu en pivot pour faire profiter tes ailiers, etc. Mais il aurait démarré remplaçant. Et là, Olivier Giroud te met un doublé, rejoint Thierry Henry à la tête des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 51 réalisations. Lui qui n'avait pas marqué en Coupe du Monde encore, faut le dire, il n'avait même pas fait un tir cadré en 2018. D'ailleurs, ça lui avait été reproché, même s'il avait apporté autre chose dans le jeu, mais il avait fait que 2 passes décisives. Donc voilà, c'est mérité pour l'ensemble de sa carrière. Il est toujours revenu, même quand on l'a dit qu'il était mort, qu'il serait pas en équipe de France. Quand il jouait plus à Arsenal, quand il jouait plus à Chelsea, et il est arrivé et voilà, maintenant au Milan, c'est le titulaire, il continue à marquer à 36 ans. Comme le bon vin, il se bonifie avec le temps et c'est mérité. Il y en a qui diront oui, il aura peut-être marqué moins les gens qu'un Thierry Henry, qu'un Michel Platini ou qu'un Zinedine Zidane, etc. Mais en attendant, dans les chiffres et dans les stats, heureusement qu'il est là, l'ami Olivier Giroud, et il est très très utile face à certaines équipes. Et hier encore, que ce soit il a été présent dans la surface sur son premier but. Sur le deuxième, sa spécialité, le coup de tête qui marche bien sur un centre. Donc voilà, il a un profil très intéressant que j'aime beaucoup et qui profite surtout beaucoup aux ailiers dans ce 4-2-3-1. Il profite beaucoup à Mbappé qui peut profiter du fait qu'il monopolise 2 défenseurs pour prendre les espaces. Pareil pour Ousmane Dembélé. Donc bravo Olivier Giroud et c'est mérité sur son match et par rapport à son histoire personnelle. On a perdu Mousse ? Ouais. Bon. Ok, on a perdu. Je pensais qu'il y avait au moins un son encore, mais il n'y avait ni le son ni l'image. Donc Yacine, je te laisse continuer sur. Que dire sur Olivier Giroud encore, le phénix qui renaît toujours de ses cendres. Le truc, c'est que j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais pas me répéter encore, mais évidemment que moi, je vais te dire le truc qui m'a franchement énervé hier, c'est l'accolade de Deschamps. Et en fait, Deschamps, vraiment, oui. Écoute, ce mec, non mais désolé, me revoilà. Je vais pas parler parce que mon amour de son football à lui, c'est évidemment le néant, mais l'homme, c'est quand même horrible. L'accolade de Deschamps hier, quand tu sais que il lui a fait payer l'Euro 2020 et 2021, qu'il l'a mis de côté, qu'il l'a carré, et qu'il le rappelle parce que les blessures de Benzema, etc. Et quand il le prend dans ses bras à la fin du... Et franchement, tu vois, c'est là que j'avoue, Giroud, franchement, respect, parce que respect, bon, pour déjà être toujours là, mais surtout respect de ne pas avoir réagi. Parce que je vous jure que moi, mon coach, il me carre comme ça, et il me reprend et je marque 2 buts. Quand il vient me prendre dans ses bras, je lui dis écoute. On finit la compète ensemble. Regarde, je fais un doigt, je fais pas le bon, hein, évidemment, je suis pas mal poli, mais t'aurais fait ces doigts-là ou pas? Non, je ne fais pas de doigts, je leur ai dit écoute, on va pas faire semblant devant les caméras. Voilà, tu m'as carré, on va faire la Coupe du Monde ensemble. Mais évite d'être trop intime avec moi parce que je t'aime pas en fait. Voilà, je t'aime pas. Humainement, c'est. T'as raison, Yass, parce que j'en ai parlé hier aussi dans le Club des 5 et c'est vrai que l'image, quand Olivier Giroud sort pour laisser sa place à Marcus Thuram, il me semble, et que tu as une accolade de Deschamps qui lui dit un mot à l'oreille, ça fait vraiment dire ça y est, on reprend notre connexion, on va dire, notre entente d'avant. Et je suis content que tu mettes un doublé alors qu'il y a 6 mois, il ne voulait plus entendre parler. Mais c'est ça. Mais est-ce que les gars, je parle peut-être plus pour Yacine, mais est-ce qu'on est surpris
de l'homme Deschamps, Ah honnêtement. non, ah non, Quand non. on sait ce qu'il a fait en tant que joueur en 98 pour écarter certains joueurs de la sélection, toutes les histoires qu'il a eues, tout ça. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Deschamps, je l'aime pas du tout. Enfin, je parle de l'homme, hein. C'était un excellent milieu défensif. À la Juve, franchement, il a fait des matchs incroyables. Mais l'homme enfin voilà, moi ça m'étonne Ouais. pas. Et tu as tout à fait raison, Yacine. Heureusement que Giroud c'est un bon mec Mm. qu'il l'a fermé et tu vois, qu'il a pas exprimé de son ressentiment. Mm. Mais honnêtement, je pense on l'en aurait même pas voulu tellement ce qu'il a fait c'était injuste. Ah, Alors que c'est un moi, mec j'en aurais Giroud pas qui voulu, en parle tout cas. jamais. Hein? Moi, j'en aurais pas voulu, en tout cas. Non, mais moi non plus, parce qu'encore une fois, Giroud, voilà, dans le comportement, c'est un bon mec, quoi. Il travaille, Voilà, il voilà, travaille, il bosse, il fait ses matchs, voilà, il prend sa place. Voilà, il est quand même numéro 9 du Milan AC qui a été champion l'année dernière, enfin, à mais 36 ans. rappelez-vous, même à Arsenal, quand il fait, tu vois, les premières saisons, elles sont plutôt bonnes, il marque pas mal de buts, puis ensuite, ça se passe moins bien. Mais tu l'as jamais entendu, tu vois, il était relégué en deuxième, troisième attaquant. Chelsea, c'est pareil. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Et donc, franchement, chapeau à Olivier Giroud. Hop, je vais recadrer mon téléphone. Chapeau à Giroud, franchement. Je sais pas si vous avez peut-être fait le tour sur Giroud Ouais, ouais. Après, moi, le je temps de finis ma juste, petite absence. je finis Vas-y, juste sur le record de buts. Vous savez ce que j'en pense. Voilà, bravo. Maintenant, dans le football, il y a quand même une hiérarchie. Et tu peux être devant Platini au nombre de buts marqués. Platini, il restera toujours au-dessus de Giroud. Eh, Voilà, c'est ça que je veux dire. c'est ce que je disais avant que tu as coupé, Mousse, donc tu n'as pas entendu, mais pour rejoindre ce que dit Yas, Ouais. peut-être que dans le cœur des gens, voilà, Giroud restera pas quand on fera le point, je sais pas, d'ici 20-30 ans, j'en sais rien, 40 ans. On aura plus les images des matchs de Michel Platini ou de Thierry Henry ou de Zinedine Zidane. Bon, Zidane n'est pas à ce niveau-là de but, mais en tout cas, Giroud dans les stats, et c'est quand même important, même si voilà, on peut ne pas apprécier le profil du joueur d'Olivier Giroud, mais dans les stats, c'est quand même important qu'il y soit parce qu'il le mérite et il a été très utile à l'équipe de France à plusieurs moments de son histoire et pour moi, voilà, c'est mérité qu'il rejoigne ce record. Et les records sont faits pour être battus, Mousse. Et il y aura sûrement Mbappé, ça se trouve, qui arrivera derrière pour battre le record. Donc voilà, c'est l'histoire du foot. Après Très rapidement. juste Yacine, pour l'histoire, etc. Évidemment, là, tu parles de Platini, Yacine, parce que nous, on l'a vu jouer. Mais après, voilà, peut-être que enfin, les jeunes aujourd'hui qui ont 20-25 ans, ils parleront de Giroud parce que c'est le joueur qu'ils ont vu jouer. Parce que là, il vient de mettre un doublé et peut-être qu'il ira jusqu'au bout avec la France. Peut-être qu'il finira meilleur buteur c'est ce que je lui souhaite d'ailleurs. Donc après, voilà, c'est subjectif hein, sur l'histoire parce que voilà, tous ceux qui n'ont pas vu jouer Platini, pour eux, Platini, c'était l'ex-président de l'UEFA. Et non, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est la Non, mais dit vérité. comme Hein. ça, c'est marrant. Bah oui, mais moi j'ai vu jouer Platini, donc la Coupe du Monde 86, et j'ai des petits souvenirs de l'Euro 80, non, de la Coupe du Monde 82, pardon, et l'Euro 84. Mais pour ceux qui sont nés en 2000, par exemple, qui ont 22 ans aujourd'hui, ou même ceux qui sont nés à la fin des années 90, qui n'ont même pas vu jouer Zidane d'ailleurs, voilà, ils retiendront peut-être Thierry Henry, ils retiendront Giroud, ils retiendront Mbappé. Bon, après, ça c'est l'histoire du foot. Ouais. Avant de passer à l'Argentine, un mot quand même sur Mbappé, hein, l'attaquant du PSG. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais je te repose la question, Hugo. C'est le premier match, c'est face à l'Australie. On n'est pas trop inquiet pour Mbappé pour le reste de la compétition. Non, d'ailleurs, petite stat pour Kylian Mbappé. Il a marqué son 4e but en Coupe du Monde hier avec l'équipe de France et il rejoint Michel Platini et Zinedine Zidane à 4 buts voilà, en équipe de France pendant une Coupe du Monde. Donc, voilà, c'est déjà dire il va battre encore beaucoup de records, mais il commence à en atteindre certains. Non, ouais, Kylian Mbappé, je l'ai trouvé. Alors, je pense que Yacine ne va pas être d'accord avec moi du coup, parce que j'ai entendu le début de ses propos tout à l'heure sur Kylian Mbappé, mais je l'ai trouvé intéressant. Il n'a pas fait de fioritures. Les talonnades qu'il a fait, c'était pas des talonnades pour briller solo ou individuellement, c'était pour le collectif, parce qu'à chaque fois, c'était pour remettre sur un joueur. C'était pas des gris-gris. Il a pas boudé, même sur ses occasions loupées. D'habitude, il fait un peu la grimace quand on lui donne pas. Là, il avait le sourire quand il fait son énorme loupé. Donc, dans l'image qu'il a envoyée, elle était plutôt bonne. Il fait un but, une passe décisive. Alors certes, il aurait pu mettre au moins 3-4 buts et il a un raté énorme en première période, il faut le souligner. Mais je trouve que c'est une belle entrée en matière. L'important aussi, c'est qu'il n'ait pas été blessé, qu'il n'ait pas de pépin physique, parce que déjà que tu as perdu Benzema, si en plus tu perds Kylian Mbappé, ça aurait été quand même très très compliqué pour le jeu de l'équipe de France. Et avec un Théo Hernandez à gauche,
on en parlait tout à l'heure, qui vient beaucoup dans son couloir gauche et même vient jusque dans la surface pour apporter offensivement, bah, ça laisse plus de liberté à Mbappé pour tourner autour de Giroud et combiner avec Griezmann dans l'axe du terrain et, comme je disais tout à l'heure, apporter de la variété au jeu de l'équipe de France. Donc, lors du dernier rassemblement en équipe de France, Mbappé a rappelé qu'il aimait bien jouer avec Giroud, ce profil de pivot pour lui jouer autour, et que ça le saoulait de jouer pivot avec le Paris Saint-Germain. Bon, le problème a été réglé depuis, puisque Galtier a changé un peu la disposition. Mais en équipe de France, on sait qu'Mbappé est heureux, qu'il est connecté avec les joueurs à côté de lui. Et hier, même s'il met qu'un but, alors qu'il aurait pu en mettre plus, je trouve qu'il fait plutôt un très bon match et qu'il a été présent. Et la preuve avec le chiffre qu'on a donné tout à l'heure en tout début de podcast, 19 ballons dans la surface adverse, ça veut dire quand même quelque chose. Avant de te lancer, Yacine, sur Mbappé, je vais lire quelques commentaires sur le débat qu'on a eu juste avant sur Giroud. Alors, il y a des pros et des anti-Giroud, hein. Il y a Iron Stick qui dit même Henry est au-dessus de. Même Henry est au-dessus, pardon. Il dit j'aime pas Giroud. T'as Emixam qui nous dit Giroud est un élément clé de la victoire en 2018. Oui, aussi, oui, on peut le dire. Thierry Henry n'était pas charismatique non plus. C'est ce que nous dit Fabrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a pas mal de commentaires, mais voilà, il y a des pros et c'est vrai que dans l'histoire de Giroud avec l'équipe de France, ça a toujours été ça. Il y a les pros, il y a les antis, et il y a eu cette fameuse comparaison avec Benzema qui était ridicule. Enfin, on n'a jamais compris pourquoi. Oui. Et ça va me permettre, je pense, que Yacine parle sur Mbappé. Qu'est-ce que tu as pensé, Yacine et Mousse, si tu me réponds, sur le fait que Mbappé tire tous les coups francs hier et les corners? Je vois que ça a agacé certains dans les commentaires et même sur Twitter en disant mais pourquoi Mbappé tire les coups francs alors que tu as Griezmann? Vas-y, Yacine, vas-y. Mais en fait, franchement, c'est un scandale. Non, c'est un scandale. Rien que ça, c'est un scandale. Ouais, c'est un scandale. Parce que regardez bien comment il les frappe. Il n'y a aucune attitude. Il y a aucune. C'est mal frappé. C'est horrible. Non, mais vraiment, hier, je regardais et je me disais, mais il n'y a pas un moment donné Deschamps qui va se lever et lui dire hey, arrête, stop maintenant, ça y est, je t'ai donné 132 chances, arrête, va te mettre là-bas et laisse les autres tirer. C'est horrible. La façon dont il tire, comment il prend le ballon avec une. Je vous jure, franchement, je vais vous dire, je vais être un peu dur, mais bon. Doucement quand même, doucement quand même. Il jouerait avec moi. Non, il jouerait, tu sais, au niveau R1 et tout. Je vous jure que dans la façon dont il tire, on dirait. Mais c'est qui lui? Comment il se la raconte? Comment il frappe le ballon? Il n'y a aucune volonté d'aller faire mal. Il y a juste une envie de frapper le ballon intérieur avec un style qui se. Mais c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Et franchement, c'est dommage parce qu'en plus, je pense que l'équipe de France a des joueurs pour être bien sur les coups de pied arrêtés. Et en fait, tu perds des munitions gratuitement parce que c'est trop mal tiré. Bon, on parle quand même moi, je pense que Mbappé, sa globalité. Là, je t'ai lancé exprès sur les coups francs, mais vas-y, il a fait des bonnes choses quand même hier. Non, mais sur les coups de pied arrêtés, par exemple, sur les corners et tout, moi, je pense que c'est juste une volonté de sa part de pouvoir inscrire à son palmarès quelques passes décisives et sur coup franc des buts, parce que je pense que ça, il est omnibulé par les stats Mbappé. Et là, par exemple, hier, il met un but certes, mais il voit quand même Giroud en mettre deux. Et je pense que lui, vraiment, il veut être, il veut être la star de cette équipe. Il veut qu'on ne parle que de lui. C'est normal, hein, c'est pas une critique, hein, parce que c'est un joueur ambitieux, un peu comme l'était Ronaldo à la belle époque. Je parle de Cristiano Ronaldo. Moins Messi, parce que j'ai l'impression que Messi, il a pas cette volonté ou ce besoin d'attirer la lumière. Il brille, mais voilà, Mbappé, il a ce côté CR7 où regardez, c'est moi qui tire l'équipe vers le haut, c'est moi qui ai mis le plus de buts, etc. Donc je pense que c'est ça. Et effectivement, je pense que Deschamps lui laisse un peu trop de liberté. Et que Yacine, tu as raison, je pense qu'il y a meilleur que lui pour au moins tirer les corners. Les coups francs, je veux bien, peut-être. Mais les corners, non. Il faut plus qu'il les tire. Vas-y, Yacine, tu peux continuer sur un truc et puis après, on passera sur l'Argentine. Je vais faire court parce que j'ai déjà parlé d'Mbappé. Moi, je pense qu'hier, en fait, le problème d'Mbappé dans ces matchs, c'est que même quand que je le trouve, voilà, je ne vais pas dire qu'il est moins bon, que je le trouve moins bon, en fait, il a cette faculté à poser des problèmes à la défense dans le sens où elle est obligée de reculer parce qu'elle est tout le temps en alerte quand il a le ballon. Et en fait, quand tu analyses le match, il y a toujours ce côté-là, il est important dans un match. Bon, on peut rappeler le fameux match contre PSG-Atalanta où il rentre et l'Atalanta recule de 20 mètres tout de suite. Évidemment que ça a un impact. Donc,
Si tu veux, je suis partagé parce que. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la parenthèse sur Campos. Parce que quand j'avais dit qu'Mbappé n'était pas terminé, qu'il avait encore des lacunes dans certaines compréhensions du jeu, vous vous rappelez que voilà, on m'a dit ouais, t'es tout le temps dur avec Mbappé, Mbappé. Sauf que Campos l'a dit, donc il faut savoir, est-ce que Campos est dur ou est-ce que lui, il est juste? C'est peut-être pas pareil. Mais moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il profite de ça et parfois, il insiste trop. Et c'est pour ça qu'hier, moi, j'aime pas son match forcément. Parce qu'en en fait, il y a des actions qui jouent seul et je reste persuadé que s'il allait chercher des relais et des déplacements intéressants, ce serait encore plus décisif, plus impactant que ce qu'il fait là. Voilà. Après, évidemment, il marque un but, une passe D, il est dans toutes les actions, il est dans beaucoup d'actions, il fait encore des différences, bien sûr qu'il y a. Voilà, mais je redis ce que je dis à chaque fois là-dessus. Vous attendez pas à ce que je sois moins exigeant avec Mbappé que par exemple, tiens, avec Chouameni. Voilà, si je suis obligé aujourd'hui d'attendre plus d'Mbappé que de Chouameni. Donc voilà. Après, moi, je pense aussi, pour clôturer le sujet, je pense aussi que l'absence de Benzema joue sur le fait que peut-être, voilà, parce qu'on avait vu quand même une vraie relation qui s'était créée entre les deux quand il y a eu le retour de Benzema. Donc, je pense aussi que l'absence de Benzema fait que Mbappé parfois surjoue. Voilà. Je peux dire Euh, juste un mot sur Benzema avec Mousse. C'est Vas-y. une vraie info. Il y a une rumeur qui court comme quoi il y a beaucoup de joueurs en équipe de France qui sont contents de l'absence de Benzema. Ouais, Donc, j'ai lu ça. Ouais. voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, ils ne sont pas contents de l'absence de Benzema. C'est qu'il y a une partie de cette équipe qui a gagné d'une façon et qui est persuadée que c'est le seul moyen de gagner la Coupe du Monde. Et qu'avec Benzema, ils auraient été obligés d'être dans une recherche de jeu plus importante et que, vu, et c'est ce que Deschamps a dit dans les conférences de presse en sous-entendu, quand il dit on est moins solide, on est un peu plus en difficulté défensivement. Et voilà, il y a une partie des cadres de cette équipe qui considère que c'est dans la solidité d'abord que l'équipe de France gagnera. Donc, l'absence de Benzema, elle est pas. Ils ne sont pas contents qu'il ne soit pas là, mais dans leur style à eux, c'est pas un drame en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça marche, merci pour la précision, Yas. Venons-en tout de suite, comme ça on va essayer de faire 10 minutes pour le Maroc, 10 minutes pour l'Argentine. Mm. Sur l'Argentine et la défaite surprenante de cette équipe d'Argentine, 2-1. Ça avait pourtant bien commencé pour l'Argentine avec un penalty généreux sur une supposée faute sur Paredes. Et ensuite, donc, l'ouverture du score pour l'Argentine, 1-0. Et l'Argentine qui s'est vu revenir au score par l'Arabie Saoudite, égalisation, puis deuxième but de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, le deuxième but est juste magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Hugo, cette équipe d'Argentine, on a l'impression quand même qu'on a insisté avec des joueurs un peu vieillissants, que ce soit devant ou même en défense. Je pense notamment à Otamendi, à Nicolas Otamendi. Et on reparlera de la Croatie tout à l'heure, parce que je trouvais que c'était un peu le même problème d'ailleurs. Euh, pour moi, hein, tu me diras ce que tu en penses, Hugo, c'est totalement mérité pour l'Arabie Saoudite, cette victoire, parce qu'ils ont mis voilà, ils ont mis beaucoup plus d'ingrédients, il y avait un état d'esprit irréprochable, ils ont été au combat, etc. Ils n'ont pas été ridicules, et, il y avait des bons manières de ballon, ce n'est pas de la chance, mais on a cru avec la forme cette saison au PSG de Messi que l'Argentine pouvait être un candidat sérieux. Mais finalement, même quand tu vois dans la globalité du match de l'Argentine, bon voilà, c'est pas une équipe de ouf et pourtant il y avait de quoi faire sur le terrain, Hugo. Après, on se disait ça de façon juste, Mousse, parce que l'Argentine est un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Ils est resté sur 36 matchs sans défaite. Ils ont gagné leur dernière Copa América, donc ils sont invaincus quand même depuis 2019. Scaloni, depuis qu'il a repris la suite de Sampaoli, a fait du très bon boulot avec l'Argentine. Et justement, il avait réussi à créer un collectif fort et qui n'est pas une ultra dépendance à Messi. Alors évidemment, voilà, quand tu as un Messi plus fort, c'est toujours mieux. Mais il y avait un Lautaro Martinez très intéressant. Voilà, il avait exit Agüero. Il avait mis vraiment laissé la place pour Lautaro Martinez. Il avait installé un milieu de terrain intéressant avec notamment Giovanni Lo Celso, mais qui est blessé pour la Coupe du Monde et qui ne sera pas là. Et je trouve qu'hier, ça s'est vu. C'est une absence très importante pour l'Argentine, tu as raison de le signaler, je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai que l'absence de Lo Celso elle est très préjudiciable à ce milieu de terrain, Hugo. Parce que quand tu vois le match de Rodrigo De Paul, qui n'est pas titulaire tous les matchs avec l'Atlético Madrid et qui d'ailleurs qui aimerait bien s'en débarrasser au mercato d'hiver et qui a été en difficulté sur le match, que ce soit défensivement ou après dans la création devant. Et d'ailleurs, tu voyais des fois l'équipe coupée en deux parce qu'il y avait
manque de créativité au milieu de terrain argentin. Mais pour faire dans l'ordre, nous, du match, la première période, pour moi, bah, elle est quand même plutôt réussie de l'Argentine, hein, parce que l'Arabie Saoudite avait choisi d'évoluer dans un bloc médian, donc ni trop bas, mais avec une ligne défensive assez haute pour mettre hors jeu les attaquants argentins, ce qu'ils ont réussi à faire. Alors des fois, ça s'est joué à vraiment des centimètres d'épaule de Lautaro Martinez. Messi était en jambes, a marqué son penalty. Hein. Messi, on rappelle, qui est le 3e tireur de penalty au Paris Saint-Germain, derrière Mbappé et Neymar. Donc voilà, Messi était dans son match. Et en fait, et d'ailleurs, Hervé Renard l'a dit en fin de match au micro de beIN Sport, qui n'était pas du tout content de son équipe au début parce que lui, il avait demandé à ses attaquants qu'ils fassent le premier pressing sur les défenseurs argentins parce qu'il savait qu'il serait en difficulté. On rappelle quand même qu'Otamendi, voilà, à 34 ans, même s'il est titulaire normalement. Romero revenait de blessure, il n'avait pas joué depuis le 10 octobre avec Tottenham. Et moi, tu vois, par exemple, j'aurais préféré voir un Lisandro Martinez, qui est un des meilleurs joueurs de Manchester United cette saison, et qui était remplaçant. Et d'ailleurs, on l'a vu, il a remplacé Romero à la fin parce que Romero était cramé et qu'il ne pouvait pas jouer 90 minutes. Et Romero, d'ailleurs, qui coûte le premier but à l'Argentine parce qu'il est en difficulté au duel avec l'attaquant saoudien. Donc, c'est en deuxième période où clairement l'Arabie Saoudite a élevé son niveau de jeu. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Ils perdent aussi leur capitaine avant la pause. Donc, ça peut jouer aussi sur le fait que tu as envie de revenir gonfler à bloc et de délivrer un bon match. Après, l'Arabie Saoudite avait, évidemment, moi je voyais l'Argentine gagner aussi, mais l'Arabie Saoudite est une équipe quand même qui a terminé premier de sa poule de qualification dans la zone asiatique, qui avait battu notamment le Japon et l'Australie. Et donc une équipe intéressante avec de la transition, avec des joueurs qui se projettent assez rapidement. Et on a vu notamment Al Dazari qui marque ce deuxième but absolument incroyable, qui joue de la Incroyable. Et d'ailleurs, Mousse, il peut même pas devoir faire ça normalement. Il dribble quand même. Il a le temps de contrôler le ballon. Il se retourne, crochet et il met une frappe enroulée que Martinez touche en plus. Hein, et c'est encore trop court pour l'avoir. Donc clairement, moi, je note le fait que l'Arabie Saoudite a très très bien réagi, mais surtout l'Argentine, en fait, qui a manqué de solutions, je trouve, quand elle a été en difficulté, avec les absences de certains joueurs. Tu as quand même un Paulo Dybala aussi qui était sur le banc, mais lui aussi revient de blessure, qui est pas rentré. T'as Joaquin Cora qui s'est blessé, qui avait le joueur de l'Inter et qui du coup manque à la liste. Et en fait, ça a manqué de solutions quand l'équipe d'Argentine était en difficulté. Tu avais un moment en deuxième période, Messi qui était obligé de redescendre très très bas pour venir organiser le jeu, parce que De Paul et Paredes n'y arrivaient pas. Et dès qu'ils y avaient un peu de pressing sur Paredes, on connaît. Hein. D'ailleurs, Hugo, il fait 3 changements d'affilée, enfin d'un coup, le sélectionneur argentin. Ouais, il fait rentrer Lisandro Martinez, Julian Alvarez, l'attaquant de City, et Enzo Fernandez qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain qui a affronté Paris avec Benfica. Mais voilà, il y avait des problèmes de créativité. Il y avait l'équipe qui était complètement coupée en deux avec la zone avec les 4 défenseurs et Paredes très bas et avec les 4 de devant. Di Maria a fait un match très très brouillon, pas dans le bon tempo, très lent. Je pense que Yacine sera d'accord. T'es gentil Hugo sur Di Maria. Oui. Bah, je pense que Yacine, moi, et encore, là, bon, je décris son match. Je pense que Yacine va l'assassiner. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, qu'il avait été lent, pas dans le bon tempo, toujours en retard, à revenir derrière avec son pied gauche, etc. Papou Gomez qui joue ailier gauche, mais voilà, il y a un problème je trouve, de composition de liste. Il y a des joueurs qui, je trouve, n'apportent pas ce qu'ils devraient. Et en plus, il y a des joueurs surtout parce qu'il faut tenir compte de la forme des joueurs en club. Et là, en fait, le matériel dont dispose l'Argentine n'est pas, je pense, bon pour ce début de Coupe du Monde avec les blessures qu'ils ont subies et des joueurs qui arrivent en méforme. Et du coup, ça fait que l'Arabie Saoudite a joué crânement sa chance et a mérité. Parce que c'est pas de la chance, hein, c'est vraiment, ils ont été la chercher. Physiquement, ils ont été dans le combat, et techniquement aussi, ils ont des très très bons joueurs. Et c'est mérité cette victoire face à l'Argentine de Messi, qui va devoir réagir parce qu'elle est déjà en difficulté avec une première défaite. Juste Hugo, sur Messi, comme ça après on laissera aussi la parole à Yacine longuement, et comme ça on pourra passer directement au Maroc, parce que tu as été très complet sur cette équipe d'Argentine, mais ton avis sur Léo Messi, dont moi j'ai trouvé honnêtement qu'il n'avait pas fait voilà, il a pas fait un super match pour moi, Léo Messi. C'est moi du coup qui réponds? Ouais, c'est toi, comme ça après je vais faire court. On laissera finir. Ouais, vas-y. Je vais faire court, comme ça Yacine pourra développer aussi dessus. Mais moi, on en parlait dans le Club des 5 hier, je trouve pas que. Alors évidemment, Messi n'a pas fait un super match, sinon l'Argentine aurait gagné et que voilà, c'est l'élément fondateur de cette équipe, le capitaine. Mais j'ai trouvé que lui au moins avait essayé et qu'il avait été vraiment mal entouré et mal servi. Lautaro Martinez, et puis si en première période, les 2 très bons ballons qu'il donne, ça fait but pour Lautaro Martinez, on ne dit peut-être pas qu'il a fait un mauvais match parce que ça fait un but et 2 passes décisives et qu'il y a 3-0 à la mi-temps. Donc ça joue quand même à quelques détails. En deuxième période, il a essayé, mais je trouve qu'il était bien seul et surtout après les Saoudiens ont vite compris. Hein.
dès qu'il avait le ballon, il y avait 2-3 joueurs sur lui. Ils ont compris qu'il fallait l'éteindre Ouais. et qu'il y avait un marquage individuel à faire dessus. Et il a essayé, tu vois, 2-3 fois quelques petites passes lobées au-dessus de la défense pour essayer de varier le jeu. Et comme je le dis, il est descendu très bas aussi pour essayer d'organiser le jeu. Mais malheureusement, il était trop seul hier. Donc franchement, sur le match d'Argentine, j'incriminerai pas Messi, j'en mettrai 9, voire 10 autres avant lui. Ça marche. Avant de te donner la parole, Yacine, quelques commentaires sur le chat. Il y a Mbaku First qui nous dit ils vont vite rentrer chez eux avec leur chant raciste. On se rappelle aussi des supporters argentins qui avaient, c'était ignoble ce qu'ils avaient chanté. Un beau chant raciste. Donc c'est vrai que beaucoup de supporters français étaient contents de la défaite juste pour ça. Euh, T'as Ernit le Distant qui nous dit très beau match de l'Arabie Saoudite et quel but. Pareil, il y a Ricky Biki qui nous dit je pense qu'ils vont rapidement rentrer à la maison. Et c'est vrai que même sur les réseaux, on avait l'impression que voilà, après ce match de l'Argentine, beaucoup ne croyaient plus en leur chance parce que c'était l'adversaire le plus faible en même temps qu'ils ont rencontré dès le début. Donc à voir pour la suite. Toi, Yacine, d'abord globalement sur l'Argentine et ensuite sur Léo Messi. Ton avis? Non. Déjà, au cas où, petite info, l'Allemagne mène 1-0. Voilà. Ah Ah oui, oui, j'avais oublié de dire que pour les gens qui veulent regarder le match, vous le mettez en fond, vous restez avec nous, tout va bien, les amis. oui, Tout va bien. il n'y a pas besoin de voir vos tronches, hein. Écoutez-nous juste, hein, ça ira. Hein. Mais oui, évidemment. Donc voilà, but sur penalty. Écoute, alors, la première chose, c'est que ce qu'on va dire maintenant, ça doit pas impacter ce qui va se passer après, dans le sens où une Coupe du Monde, c'est long. L'Argentine a déjà perdu son match d'ouverture en 90 contre le Cameroun et elle est en finale contre l'Allemagne. C'est pas. Enfin, le premier match, il est important pour bien te lancer, mais il n'y a pas de fatalité. Voilà. Tu peux mal démarrer. Je crois que c'est l'Espagne qui démarre mal aussi en 2010 Ouais. et qui va au Ils bout. perdent, ils perdent leur premier match. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on va dire là, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire qu'ils vont rentrer à la maison. Sauf que c'est Maintenant, l'adversaire le plus faible du groupe. Hein. C'est surtout par rapport à ça, Yacine. voilà. Ça, c'est un premier élément important. Malgré tout, il y a deux choses. Alors, la première, vite fait sur l'Arabie Saoudite, il faut savoir que c'est une équipe qui est composée majoritairement, très majoritairement, de joueurs qui jouent dans le même club, à El Hilal. C'est l'Arabie Saoudite, même si. C'est pas l'équipe de Garcia? Non, Non, c'est Al c'est un Nassr. entraîneur argentin. C'est Al Ah, Nassr, d'accord. l'équipe de Rudy Garcia. Même si, vu d'Europe, l'Arabie Saoudite, c'est un championnat mineur. Mais je peux vous dire que non seulement ça travaille bien, il y a des belles structures, mais il y a énormément d'engouement et de spectateurs qui vont au stade. C'est pas le Qatar. C'est pas le Qatar, c'est ce que j'allais dire. Et puis, depuis le 14 octobre, parce qu'il y a l'adjoint d'Hervé Renard qui était sur France Bleu, avec Romain Bédouc, qu'on salue, et qui a parlé de la préparation. Depuis le 14 octobre, ils sont en préparation, l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont préparé techniquement, tactiquement le match, plus athlétiquement. Bah oui, c'est comme ça, bah ça c'est passé. Après, sur le match de l'Argentine, il y a plein de choses qui ne vont pas. La première chose, c'est que cette défense, tu ne peux pas espérer quelque chose, aller quelque part avec une défense qui est aussi nulle. Parce qu'ils sont nuls défensivement. Le problème, c'est que cette défense n'était pas bonne en 2018, mais ils ont 4 ans de plus, notamment Otamendi. Donc, déjà, le bloc équipe argentin, il a été coupé en deux très vite, mais c'est logique, puisque, comme au PSG parfois, puisque Otamendi ne peut pas couvrir la profondeur, bah, tu es obligé, tu as une partie de l'équipe qui est là-haut, tu as Otamendi qui est en bas, bah, il faut bien qu'il soit suivi par des gens, par ses défenseurs autour de lui, et au milieu, tu as un no man's land. Paredes, meilleur passeur de l'histoire du football universel. Bon, on a bien vu, dès qu'il y a 3 mecs qui courent autour de lui, il ne peut plus faire une passe. Le mec, il est parti se placer entre les deux centraux, 40 mètres derrière tout le monde. Non, mais c'est quoi ce football des années 60 et une dernière chose, l'histoire de l'invincibilité. Alors en plus, je suis bien placé pour en parler, parce que l'Algérie, ils en ont fait tout un plat avec leurs 35 matchs d'invincibilité. À l'arrivée, ils ne sont pas à la Coupe du Monde. Donc l'invincibilité, j'ai envie de dire qu'on en a un peu rien à foutre. Mais surtout, il faut regarder contre qui, comment, pourquoi. Je vais répéter ce que je dis à chaque fois. Le football sud-américain, évidemment qu'il y a des équipes qui sont capables de se surpasser, etc. Mais quand vous regardez les compétitions entre Sud-Américains, c'est un football qui est très lent, qui est fait de beaucoup de passes très lentes avant d'aller chercher quelque chose. Et aujourd'hui, on a en Europe, en Asie, en Afrique parfois, des équipes qui jouent beaucoup sur l'intensité. Cette équipe d'Argentine, elle est dépassée. Elle est dépassée par le rythme.
Di Maria, bon, je ne vais pas en parler parce que bon, fallait le garder au PSG, la légende, etc. Bon, vous avez vu. Paredes, bon, j'ai déjà fait. Et Messi, Après, Yacine, sur Di Maria, tu répètes souvent ça, mais Di Maria, globalement, sa carrière au PSG, elle est quand oui. même très bonne, hein. Ah Je non, suis mais d'accord qu'il je fallait ne pas le dis pas garder, qu'elle est hein. éclatée. Non, mais c'est parce que les gens vont penser que Ah ouais, non, non, non. que tu dis que Di Maria était nul au PSG. Pas du tout. C'est sur le fait de ne pas le garder, hein. C'est surtout ça, Yacine. Il faut être Ah précis. non, oui, 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 oui. Et donc, sur Messi, bah, en fait, je vous propose, parce que je l'ai tweeté, alors au départ, c'est intéressant pour moi, parce qu'en fait, sur Bein Sport 2, il y a en fait le match avec des stats pendant le match, avec une caméra différente. En fait, il y a le match avec la caméra de la télé, et à côté, il y a un petit écran. Alors parfois, il y a, c'est pour ça que je l'avais tweeté, parce que c'est ce qui m'intéressait au départ, en fait, une vue grand angle où tu vois réellement la disposition des joueurs. Et franchement, c'était trop bien. Tu vois, je me suis régalé pendant 10 minutes. Et au moment où je l'ai tweeté, ils ont changé et ils sont passés sur Messi. Alors, je vous propose de regarder le replay de cette chaîne avec le match de Messi. Je... C'est pas possible de marcher autant dans un match. Non, je veux bien Messi, on a l'habitude. C'est pas possible de marcher autant dans un match. Ça n'existe pas, en fait. Et l'histoire. Et moi, je veux bien évidemment que c'est pas lui le premier à incriminer, parce que déjà, quand tu as des défenseurs qui sont éclatés, des milieux de terrain qui ne peuvent pas faire une passe, bah, effectivement, quand tu es un joueur offensif, c'est compliqué d'avoir des ballons. Mais malgré tout, son match, il est horrible. Il s'est fait manger par les Saoudiens à chaque impact physique. Il a perdu des ballons, il a voulu forcer des dribbles. Franchement, son match, il n'est pas bon. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est Messi, je sais que je vais encore prendre une sauce par les adorateurs, mais son match, il n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon. Et le problème de Messi, moi, je vais dire ce que je pense à ce moment-là, c'est que Messi, en fait, ce n'est pas un joueur qui va tirer les autres. Il va te sauver un match sur un geste. Il peut être exceptionnel quand l'équipe va très bien, génération Iniesta-Xavi, mais ce n'est pas un mec qui te redresse l'équipe avec son caractère. On le voit bien. Je ne sais pas si vous avez vu l'altercation. À un moment donné, il y a un Saoudien qui vient lui taper dans le dos et lui parler. Et tu vois, il ne répond même pas, il sourit. Tu sais, on a l'impression qu'il est dans sa bulle, il est déconnecté de tout. Et en fait, ce n'est pas un leader. Voilà. Diego Maradona, c'était un leader. Il pouvait taper du poing sur la table, insulter ses partenaires pour qu'ils se réveillent. Messi, c'est un joueur exceptionnel. Bon, en même temps, Yacine Maradona, il avait 2 grammes dans le nez. Bon, voilà. Il était un peu excité. Ouais, mais c'est pas ça qui l'a rendu très fort en foot. Ah, évidemment, évidemment. Je, 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 Mais je voilà, tu vois. plaisante. Ah, ouais. Voilà, c'est mon avis, encore une fois. Hein, mais voilà. Après, encore une Eh ben, fois, ça ça ne va. veut pas dire que l'Argentine est dehors. Hein. Il reste 6 points à prendre. Ils sont aussi capables d'aller les prendre. Hein. Ils ont malgré tout, hier, comme le dit Hugo, ça ne joue à pas grand-chose. Alors, bah, hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais à 5 centimètres près ou 15 centimètres près, il peut y avoir 3-0 au bout de 30 minutes. Et aujourd'hui, on ne tient pas le même discours. Donc, c'est aussi le foot. Hein. Mais Ouais, et il y a puis quand il même des faudra voir lacunes. si, Voilà, il faudra voir si Scaloni ne change pas son 11, aussi. vu les 3 changements qu'il a fait On assez a, rapidement. s'il nous laisse le double pivot, là, le Paredes de Paul, alors là, ils sont cuits, hein, je te le dis. Ouais, c'est clair. Il y a Fabrice qui te dit, Yacine, merci Yacine de signaler l'attitude lamentable de Messi. Alors, c'est Il y a pareil le même Fabrice qui dit, j'espère qu'il va partir aux USA. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Messi? Ouais, voilà, bah, je pense que tout le monde est d'accord. Bah, la majorité n'a pas beaucoup apprécié, pardon, le match du génie argentin, qui lui-même a dit, hein, que c'était sa dernière Coupe du Monde. Voilà. Bah, passons à des choses plus intéressantes et à ce formidable pays qu'est le Maroc. Maroc, qui est qualifié pour la Coupe du Monde, contrairement à l'Algérie, Yacine. Je tenais juste à te le rappeler. Je Voilà. l'ai déjà dit il y a 2 minutes. Donc maintenant, si tu veux C'est vraiment, si c'est tu pour ça que veux je vraiment rebondis. me faire craquer sur cette fin de podcast, vas-y. Mais là, après, tant pis. Non, mais tu sais très bien que je te taquine. Mais c'est vrai que ça aurait été top de voir. Parce que là, il y a la Tunisie, le Maroc, il y aurait pu y avoir l'Algérie. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien qu'il y ait les 3 pays du Maghreb. Et on espère qu'il y en a au moins l'un d'eux qui aille, que ce soit la Tunisie ou le Maroc, aille le plus loin possible. Avec la France, évidemment. Pourquoi pas une finale France-Maroc ou France-Tunisie, ça serait formidable. C'est un match, c'est le match le plus récent. Hein. C'est le match qui a eu lieu à 11h et les 2 équipes sont neutralisées 0-0, Hugo. Moi, j'ai trouvé, alors c'est pas, je suis objectif, hein, c'est pas du tout parce que je suis franco-marocain, hein, mais j'ai trouvé que le Maroc globalement a déjà eu beaucoup plus d'occasions que les Croates, ont plus maîtrisé le ballon.
Et je le disais, l'impression un peu aussi que cette Croatie est un peu vieillissante, même si je trouve que Modric a fait plutôt un bon match. Plutôt pas mal, je trouve, moi, du haut de ses 35 ans, de ses 37 ans, pardon. Et j'ai beaucoup aimé aussi le côté droit avec, oui, c'est à droite, le côté droit d'Hakim Ziyech, pardon. Par contre, voilà, sur Hakimi, bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé un match correct, mais sans plus. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, toi, Hugo? Bah, déjà, Mousse, c'est vrai que il faut quand même souligner que prendre un point face au vice-champion du monde 2018 Ah, pour le voilà. Maroc, c'est un très bon point, c'est un très bon point pris. Moi, j'ai trouvé la défense très très cohérente, mise en place par le nouveau sélectionneur Regragui. J'ai trouvé un Sofiane Amrabat excellent au milieu de terrain, qui vraiment C'est a vrai. apporté de la percussion, de l'intensité, qui a gratté bon nombre de ballons. C'est devant, moi, que j'ai un peu plus de mal et que je suis pas trop d'accord avec toi, Mouche. J'ai trouvé un Hakim Ziyech un peu en dedans, et moi, je suis content de son retour en sélection. Alors moi, je suis pas dans le truc des affaires personnelles avec un tel Oui, oui, bien sûr. sélectionneur. Mais moi, j'adore le joueur. Déjà, je comprends même pas qu'il joue pas plus avec Chelsea quand tu vois en ce moment l'état de forme de Chelsea. Euh, mais c'est devant où tu vois déjà un Nesri, alors certes, qui fait toujours ce harcèlement sur la première relance et sur les défenses, c'est important. Et ça a gêné la Croatie dans sa construction. Mais quand il a eu quelques ballons à jouer, et déjà qu'il est même pas titulaire avec Séville, il est en difficulté. Et je trouve que c'est un peu limite d'avoir un numéro 9 comme Je suis d'accord avec toi, Hugo, sur les quelques choix qui ont peut-être, voilà, des coups qui ont mal été joués sur la finition. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et ça a peut-être plus joué du côté de Ziyech que de Bouffal. Je sais pas ce que Ouais, tu en penses, toi, Hugo. Bouffal, j'ai trouvé absent des débats aujourd'hui. On n'a pas vu Mm. toucher beaucoup de ballons, malheureusement. Et il a été un peu mangé par le milieu de terrain et même par la défense croate. Parce que c'est vrai que la Croatie n'a pas été impressionnante, hein. Ils ont tenu le ballon, Ouais, ouais. certes, ils ont la possession, parce qu'évidemment, quand tu as un milieu Brozovic, Kovacic et Modric, évidemment que ça joue un peu au ballon et que c'est difficile de leur prendre. Mais offensivement, j'ai regardé les stats et même dans le ressenti du match, c'est 7 frappes pour les deux équipes et 2 cadrés chacune. Donc il n'y a pas une équipe vraiment qui a été dominante offensivement. C'est vrai que la Croatie a plus tenu le ballon, mais c'est devant. Moi, je trouve que le Maroc a mal joué les coups et que avec des joueurs de leur qualité technique, ils ont eu même j'ai trouvé un Unai qui est plutôt bon aussi techniquement, un peu absent, un peu peut-être euh, gêné par la pression d'un match de Coupe du Monde et qui a été éteint aujourd'hui, mais qui est un très bon joueur avec Angers. Euh, j'ai trouvé un peu absent des débats et des joueurs comme Akiziev doivent porter cette sélection et apporter Ouais, je suis plus d'accord. offensivement. Et c'est ça qui m'a un peu gêné offensivement, mais par contre, défensivement, le Maroc a très très bien tenu son match. Même le gardien de Séville, hein, il y a Boulou Yacine Boulou, qui était pas mal. a été très très bon aussi, voilà, sur les occasions qu'il a eu arrêtées. Donc c'est un bon point pour le Maroc, il y a des choses à retenir, mais je pense qu'il faudra peut-être changer quelque chose dans l'animation. Je dis pas forcément en termes de joueurs ou autres, mais il faudra changer quelque chose parce qu'il y a c'est quand même un groupe assez relevé avec la Belgique et le Canada qui seront pas faciles à jouer. C'est bien d'avoir pris un point contre la Croatie, mais il y a encore des étapes à franchir pour le Maroc. Mais c'est un bon point de prix pour une entrée en matière. Sur Hakimi, Hugo, avant de passer la balle Bah, Terne, à Yacine. moi, la seule option que j'ai de lui, c'est quand il se prend un coup justement par Luka Modric. Un coup de Ouais. crampon d'ailleurs sur la cheville. J'ai un peu peur qu'on perde Hakimi sur cette Coupe du Monde avec le PSG. D'ailleurs, Modric qui aurait dû être sanctionné d'un jaune pour cette situation-là. Et on en parlait avec Sami Mojtabi, notre ami Qu'on salue, podcast. Mais bien le sûr grand qu'on Samy. salue notre ami marocain, qui évidemment était à fond dans le match comme toi, Mousse, et qui trouvait ça scandaleux que Modric n'ait pas pris de carton jaune. C'est Effectivement, vrai. je suis assez d'accord avec lui sur le. Mais globalement, l'arbitre a beaucoup laissé jouer. Il sifflait les fautes, mais très peu de cartons. Ah, c'est à l'image, je trouve, de cette Coupe du Monde, hein. Les arbitres laissent quand même pas mal jouer, je trouve, le jeu. En plus, avec le temps additionnel élevé dans les matchs pour rendre, par rapport au temps de jeu effectif, avec les arrêts, les sorties, les ballons qui sortent, les remplacements, etc. Tout ça fait que les arbitres, je trouve, moi, gèrent plutôt bien cette Coupe du Monde. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse arbitre, mais j'ai trouvé Hakimi neutre. Il n'y a pas beaucoup apporté offensivement. On l'a vu plutôt défensivement, justement, parce qu'il y a du travail aussi à défendre avec Perisic sur son côté. Donc voilà, match neutre. Voilà, je ne peux pas dire autre chose parce que je ne l'ai pas vu offensivement, notre ami Hakimi. Mais j'aurais bien voulu le voir un peu plus. Ah, je suis assez d'accord avec toi sur Hakimi. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas, voilà, c'est un match correct, mais sans plus. Et offensivement, Et effectivement, il n'a pas apporté grand-chose. c'est dommage que Mazraoui sorte sur blessure. Tu vois encore un Ouais. joueur blessé qui soit en cours de match et j'espère que ça ne sera pas trop grave. Mais bon, ça avait l'air musculaire quand même pour Mazraoui. Bah, on va attendre la communication de l'équipe nationale du Maroc. On en saura sans doute un peu plus au courant de la journée.
Yacine, je sais que tu connais bien les équipes africaines et nord-africaines. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée en matière du Maroc face à, comme l'a dit, hein, au finaliste 2018, la Croatie avec, voilà, avec des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. C'est plutôt un bon résultat, un peu comme la Tunisie face au Danemark, donc match nul, ce qui laisse aussi un peu plus de chance, étant donné que la prochaine étape, c'est la Belgique. Mais par contre, le dernier match, c'est le Canada, donc un peu en dessous de la Belgique, même si le Canada, c'est une équipe difficile à battre. Ouais, alors, je suis partagé parce que en fait, je pense qu'il y a malgré tout ça dépend toujours de l'adversaire, évidemment. Et je pense que quand tu joues la Croatie au premier match, je pense que le Maroc a d'abord pensé à pas perdre ce match. Encore une fois, pour rester dans la course, c'est un calcul, hein, sur 3 matchs quand tu es dans une poule comme ça, voilà. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, avec un peu plus de prise de risque, tu pouvais peut-être aller chercher quelque chose parce que je pense que cette Croatie était prenable. Je les ai trouvés, par exemple, en première période, plutôt lents dans les transmissions, avec les attaquants qui étaient vraiment esselés du bloc équipe. On avait une équipe qui ne suivait pas le mouvement. Je les ai Enfin, physiquement, je ne les ai pas trouvés bien, les Croates, notamment en première mi-temps. Après, il y a eu en deuxième mi-temps un peu mieux, mais vraiment en première mi-temps, Bah, surtout le dernier quart d'heure, Yacine, hein, les ouais, Croates voilà, quand ils ont poussé. ont Ouais. été. Ouais. Et le truc, c'est que je me dis, est-ce que. Enfin, c'est facile de dire, le Maroc aurait pu aller chercher un peu plus. Je pense qu'il y avait la place. Maintenant, si tu vas chercher un peu plus et que tu prends en compte et tu perds 1-0, tu vas le regretter. Donc, en fait, et tu vois, je vais faire un parallèle. Algérie-Belgique en 2014, c'est le premier match de la poule. Bon, tu joues contre la meilleure équipe aussi. L'Algérie menait 1-0. Et en fait, ils avaient commencé à reculer. Ils avaient fini par perdre 2-1. Alors, ils s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale, donc comme quoi c'est pas rédhibitoire. Et en fait, tu ne sais jamais à quel moment te dire, est-ce que cette gestion de match, elle aurait été bonne en te disant, bah, on continue ce qu'on a bien fait finalement, puisqu'on mène au score, ou est-ce qu'on commence à gérer? Et je crois que le Maroc, ils étaient un peu là-dedans parce que, tu vois, par exemple, on va parler d'Hakimi. Euh, Première mi-temps, quand le Maroc a commencé à prendre un peu le dessus, on l'a vu faire des appels dans la profondeur. Et puis au fur et à mesure du match, on l'a vu moins proposer. Moins proposer parce que déjà, il n'était pas forcément bien servi, mais aussi parce que je pense qu'il y avait d'abord cette idée de dire hey, on tient quand même la Croatie à 0-0. On va donc rester en course à la fin de ce premier match, ou en tout cas, on ne va pas être en difficulté. Donc, est-ce que c'est le moment d'aller tout donner pour aller chercher les 3 points et de prendre une tarte, ou est-ce qu'on va rester comme ça? Voilà. Je pense que c'est vraiment le problème. Tu vois, par exemple, ils auraient joué le Canada pour le premier match. Je pense qu'ils n'auraient peut-être pas réagi de la même façon. En se disant, tiens, si on ne bat pas le Canada maintenant, ça va être compliqué après parce qu'il reste la Croatie, tu vois, et la Belgique. Donc, il y a toujours le calendrier qui joue. Euh, Malgré tout, je pense qu'en fait, et notamment, on va faire un parallèle avec la Tunisie vite fait, je pense que les deux équipes ont montré une vraie organisation défensive, une vraie solidité, avec des joueurs qui sont prêts à se battre sur chaque ballon, à mettre de l'impact. Voilà, les deux ont bien défendu. La preuve, c'est que les deux équipes n'ont pas été en danger de fou. Tu t'es jamais dit, bon, ça va finir par craquer. Euh, et après, bah oui, je pense qu'offensivement, moi, je trouve que Ziyech, par exemple, j'attends plus de Ziyech. Même s'il revient en sélection, j'attends plus de différence. Tu vois, j'ai quelques actions en tête où il va s'enfermer dans des dribbles entre deux, trois joueurs. Je ne suis pas persuadé que ce soit le Ziyech qu'on a envie de voir s'il veut faire des différences. Tu vois, il sera plus dans élimination de un joueur, donner, bouger. Et c'est pareil pour Bouffal. Bouffal, on sait qu'il est capable d'éliminer très facilement. Aujourd'hui, je le trouve très timide. Et tu vois, est-ce que sa timidité, elle vient du fait que les consignes, elles ont été réellement mises en avant sur le fait de dire eh, d'abord, les gars, on ne perd pas ce match. S'il y a la place pour gagner, ben, on verra. Mais d'abord, on ne le perd pas. Voilà. Et en fait, ce calcul-là, tu le sais qu'à la fin s'il a été bon. Voilà. Si tu es éliminé, tu te diras bah ouais, il fallait peut-être. Il y avait la place, il fallait y aller. Et si tu es qualifié, bah, tu te diras que c'était bon calcul, tu vois. Donc c'est compliqué parce que là, on a vraiment des équipes. Voilà, la Croatie, je trouve que je ne sais pas s'ils ont un programme pour monter en puissance ou pas, mais vraiment, leur première mi-temps, la Croatie, moi, elle m'a fait presque Non, mais peur. en plus, Yacine, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils ont prouvé lors des 15-20 dernières minutes qu'ils pouvaient élever leur niveau de jeu. Voilà. Et c'est vrai qu'ils ont mis un peu plus en difficulté cette défense marocaine. Alors peut-être qu'inconsciemment, comme tu l'as dit, le Maroc a peut-être reculé pour conserver Mm. le 0-0 et a laissé la place, le ballon à la Croatie. Peut-être en espérant, et d'ailleurs, il y avait eu un contre qui a été très très mal négocié, je sais Ah plus ouais, en de deuxième quel mi-temps, ouais. joueur, mais
Exactement. Donc oui, je pense que c'est ça. Et puis voilà, il y a la pression aussi sur les épaules de Walid Regragui qui a été nommé juste après Vahid Halilhodžić. D'ailleurs, c'est intéressant, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, mais on peut faire aussi le parallèle avec l'Algérie, quand l'Algérie est partie chercher Belmadi, donc joueur formé en France, etc., plutôt jeune, etc. Là, ils ont fait pareil avec Walid Regragui qui avait fait un beau parcours avec le Raja. D'ailleurs, il y a les 5 sélectionneurs africains qui sont pour la première fois issus de leur pays. Ouais. D'ailleurs, je voulais dire un truc par rapport à ça, parce qu'il y a Mbappé qui me dit merci pour l'unité africaine. Tu as raison, et je peux évidemment aussi souhaiter au Sénégal, au Cameroun. Il y a qui d'autre comme pays africain? Mais non, c'est tout. Sénégal, Cameroun, Tunisie, Maroc, Ghana. Là, Tunisie, j'en ai parlé, voilà, c'est le Ghana. Je cherchais Ghana, le cinquième. Donc évidemment qu'on souhaite aussi un très très beau parcours à nos frères du Ghana, du Sénégal et du Cameroun, pardon. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, juste un mot sur Hakimi, pareil, Yacine. Il n'a pas fait un match de dingue, notre ami. Non, j'ai dit, moi, je pense qu'il était. Il y a une quinzaine de minutes en première période où je le trouve qu'il fait des appels. Il est un peu plus haut. Et puis finalement, doucement, il se remet en place. Et je pense qu'il a aussi eu, alors peut-être des consignes ou peut-être l'envie de d'abord se dire, bon, je vais d'abord bien défendre et on verra. Parce que notamment sur un appel en première mi-temps où le ballon n'est pas bien donné dans sa course, il y a justement un contre croate, alors qui n'est pas bien joué aussi, mais il y a un contre croate. Et peut-être qu'après, il s'est dit, bon, je crois que l'important, c'est de ne pas perdre. Je voulais revenir juste sur un dernier truc sur Hakimi, les coups francs. Parce que, rappelez-vous, la semaine dernière avec Samy, justement, j'avais dit qu'Hakimi manquait de caractère au PSG. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez eu la preuve. Il a fallu que Ziyech rate 5 coups francs pour qu'Hakimi prenne le ballon. Et d'ailleurs, tire mieux que Ziyech. Mais il y a peut-être des consignes de Regragui aussi, on ne sait pas. Justement, Mousse, mais tu sais, franchement, je vais te dire la vérité, il y a des consignes toujours des coachs, mais c'est très rare qu'un coach dise les 5 premiers coups francs, c'est pour Ziyech. Ça veut dire que, mais tu vois, on parle de Ziyech, on ne parle pas de Messi quand même, quoi. Ouais, non, bien sûr. Et Hakimi, en plus, à la CAN, par exemple, il a prouvé qu'il tirait très bien les coups francs. Donc moi, je pense qu'en fait, Ziyech, et regardez bien, il est tout le temps à côté de Hakimi, il est tout le temps à côté de Ziyech sur les coups francs, mais en gros, il le laisse. Et puis, il y a ce 6e coup franc, et finalement, le ballon... C'est Ziyech qui décale Hakimi, d'ailleurs, qui fait une super belle frappe. Bon, après, le gardien était bien placé, effectivement. Et quand je parle de caractère, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que à la limite, les 2 premiers, dès le 2e, Ziyech, il a mis 2 fois dans le mur. Il doit lui dire, laisse-le-moi celui-là. Après, il me semble, Yacine, que les 2 premiers, c'était plus pour un gaucher, parce qu'il était plutôt plutôt accenté droit. Non, il y en a un, justement, où Ziyech, il est plutôt côté gauche quand on regarde le but, pour un droitier, et il le met dans le mur. Mais bref, voilà, c'est ça que je voulais dire dans le caractère. Mais en tout cas, il a montré aussi qu'il était capable de bien tirer les coups francs. Voilà, c'est clair. Et quelques commentaires sur ce match-là. Iron Stick qui nous dit le Maroc a fait un bon match. Fabrice qui nous dit bon match des Marocains. Les Croates, ça reste solide. J'ai bien aimé la confrontation. Qu'est-ce qu'on a d'autre Et voilà, ce pervers d'Emba Kufers qui nous dit pour moi le Maroc a gagné le match des supportrices en tribune. Nous on parle de terrain, Migo. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires Twitch, Mousse, que Emba Kufers t'avait demandé quel âge a Hugo. Et il a 29 ans. Il a eu 29 ans il y a 2 semaines. Voilà. Demandez-moi. Oui, alors, je le dis, Emba Kufers qui s'appelle Djibril, que je connais très bien, est un ami, même si ça fait très longtemps qu'il me boycotte, qu'il ne m'appelle plus. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Appelle-moi, amigo. On réglera nos comptes plus tard. Je l'ai connu parce que tous les deux, on collectionne les sneakers. Enfin, très longtemps, j'ai collectionné les sneakers. Et donc, on s'est connus sur un groupe de collectionneurs. Donc, je salue le camarade Djibril. Donc oui, en gros, il y a pas mal de messages qui saluent quand même la performance du Maroc. Et prochain match d'ailleurs pour le Maroc, ce sera contre la Belgique. Ce sera un match assez difficile. Parce que les Belges jouent ce soir contre le Canada, je crois, c'est ça. Parce que là, il y a, parce qu'à 17h, il y a Espagne-Costa Rica. D'ailleurs, on essaiera de faire un live, on verra avec Yacine, mais peut-être vendredi pour parler du match du Costa Rica versus l'Espagne, où il y a Sarabia et Carlos Soler. Et demain, il y a le Portugal qui rentre en lice aussi. Donc, il y a pas mal de joueurs du PSG. Oui, Hugo. Et Keylor Navas au Costa Rica. Bien sûr. Et le Brésil joue demain aussi, Yacine? Ouais. Ah formidable. Donc oui, je pense qu'on fera un petit live vendredi pour débriefer le match du Brésil, du Costa Rica, de l'Espagne et évidemment du Portugal. D'ailleurs, je crois que Nuno Mendes, peut-être j'ai vu passer que c'était peut-être blessé. Donc,
Ouais. Mais je sais pas s'il est titulaire d'ailleurs, Mendes, dans cette équipe. Bah si, mais il y aura Joao Cancelo à droite et Nuno Mendes à gauche. D'accord, ok. Après, Ah oui, c'est Vitinha qui est pas forcément titulaire dans cette équipe, oui. hein, puisqu'on sait que Danilo, lui, l'est. Quand il n'est pas blessé, il est titulaire indiscutable. Donc oui, c'est plutôt Vitinha, mais on va suivre toutes ces rencontres et on vous fera un petit live pareil, je pense à la même heure, vendredi aux alentours de 13h. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous ceux qui étaient présents sur le live, c'était sympa. Merci beaucoup Hugo, super retour avec des arguments très pertinents comme d'habitude. Et d'ailleurs, on vous retrouve tous les deux dans le Club des 5. On leur fait un gros big up aux camarades du Club des 5 qui reprennent tout au long de ce mondial tous les soirs à 23h15. Donc voilà pour les pour ceux qui sont accros de foot, il y a Walid, il y a Elton, il y a Hugo, il y a Yacine, il y a pas mal de très très bons chroniqueurs. Samy ce soir qui va être sur le Maroc d'ailleurs. Ouais, il y a Samy, il y a Samuel qui présente. Oui, c'est bien Samuel, hein, Sam. Ouais. Voilà. Samuel ou Romain qui présente. Voilà, Samuel ou Romain. Donc on les salue, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci en tout cas, merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. De toute façon, je pense que tu reviendras. Hein, tu reviendras nous voir. Vendredi, normalement, ça devrait être bon d'ailleurs pour être avec vous. Donc, génial. Mousse, comme tu m'as parfaitement remplacé à la rôle de présentation, mais je sais que tu aimes bien ton rôle de chroniqueur, je reprendrai ma place de présentateur vendredi. Je te laisserai. Avec plaisir, formidable. Des Parisiens de demain. Comme ça, au moins, tu vois, si j'ai des soucis, toi, tu seras toujours là en présentateur, je pourrais revenir, tu vois, des soucis de connexion. Mais aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. J'ai été dégagé qu'une seule fois, c'est un record. Ah, très bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, merci évidemment à Yacine qui a démarré sur les chapeaux de roue. C'était un peu tendu au début, mais finalement, il finit toujours avec le sourire, Yass. Hein, c'est du foot, mais j'ai un peu de passion, quoi. Il voulait se fight un peu avec moi au début, quand même, Yass. C'est ça, il voulait un petit octogone, quand même. D'ailleurs, ça fait du débat, écoute, ça fait vivre le podcast, hein, c'est bien d'avoir des avis contraires. Évidemment. D'ailleurs, tu rappelais ton âge tout à l'heure, 29 ans, que tu as fêté il y a pas très longtemps. J'étais invité, malheureusement, j'ai pas pu venir à Paris. J'ai été pour celui des 28 ans, je serai là pour celui des 30 ans, Hugo. Donc, bon anniversaire à toi, Hugo. Merci, Yass. Merci, Mousse. Et d'ailleurs, je tiens à souligner à ceux qui nous suivent que Mousse m'avait offert un maillot porté par Thomas Meunier pour mes 28 ans. Donc voilà, un très très beau cadeau de la part. Même s'il y en a plein qui détestent ce joueur, dont c'est dont moi, je suis pas un grand fan non plus de Thomas Meunier, mais un maillot porté par le joueur avec le patch Ligue 1, etc. C'est un très très beau cadeau et un très beau maillot. Donc merci encore. Écoute, c'est avec plaisir, camarade. Tu es là depuis le début avec moi. Donc moi, ça m'a fait très plaisir de te l'offrir. Il m'en reste quelques-uns, j'ai gardé les meilleurs. Donc comme je n'étais pas très fan de Meunier, je me suis dit tiens, et comme j'avais pas beaucoup d'argent, je me suis dit tiens, c'est le moment, je vais lui faire un petit cadeau. Ça va lui faire plaisir et ça t'a fait plaisir, donc c'est cool. On peut parler du maillot que tu as offert à Clément pour son anniversaire. Alors à Clément Pernia, parce que avec des petites connaissances, etc., j'arrivais à récupérer quelques maillots de maillots de joueurs qui ont été portés, hein, pas des maillots. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai récupéré un maillot de Baebek. Et pareil, comme je savais pas quoi offrir à Clément, je lui ai offert le maillot de Baebek. Mais voilà, il le porte avec fierté tout de même. Hein, donc c'est plutôt sympa. Non, plutôt sympa. Le clin d'œil est magnifique. Quand on a vu, parce que nous, on était à son anniversaire tous les trois. Quand on a vu sa tête, quand il a vu le maillot, il a fait « Ah !» Et il a retourné, il a vu le flocage, il a fait « Oh putain !» Je crois, Hugo, qui s'attendait au maillot de Cavani, mais le maillot de Cavani, je le garde, parce que c'est un joueur que je kiffe. Donc voilà, parce que j'ai celui de Thiago Silva, Cavani, Ibrahimovic et Lavezzi, Ligue des Champions, qui est juste incroyable. Donc non, je l'offre pas, je le garde. En tout cas, je voulais remercier vraiment tout le monde qui était sur le chat. Pareil pour ceux de YouTube. Ah oui, un petit message à ceux de YouTube, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, et d'ailleurs même à ceux de Twitch. On va pouvoir mettre en place le système d'abonnement pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement. Donc voilà, il y aura plusieurs options. Je laisserai Yacine expliquer lors du prochain. Ou si tu as 2 minutes, Yacine, pour expliquer rapidement pour les gens de YouTube. Et important pour ceux de YouTube, ceux qui nous regardent, vraiment, vous êtes 23 000, je crois, sur YouTube. Si les 23 000 pouvaient aussi venir s'abonner sur Twitch, c'est très important pour nous. Donc faites l'effort aussi de vous, même si vous n'avez pas le temps de regarder, etc. Mais pour nous, c'est important. Et voilà, je laisse la parole à Yacine, 2 minutes encore pour vous expliquer le système d'abonnement. Et effectivement, ça nous permettra, nous, de nous soutenir financièrement, parce qu'on n'en vit pas et qu'on aimerait évidemment bien en vivre. Et puis peut-être que ça me permettra d'acheter un bon ordinateur, un micro, etc. Vas-y, Yass. Donc il y aura plusieurs formules d'abonnement. Ça ne jouera pas sur les lives, c'est plus pour nous soutenir,
pour développer tout ce qu'on fait là, puisque aujourd'hui, on a le logiciel qui nous permet d'afficher les stats, les C'est compos. l'application, hein, pas le logiciel. L'application. Ouais, parce que moi, je suis sur l'ordi, à chaque fois, je dis logiciel, c'est vrai. L'application, exactement, narrative. En fait, la prochaine fois, parce que là, on est en train de le mettre en place, la prochaine fois, j'expliquerai réellement parce qu'il y a aussi un partenariat, pas avec nous, hein, mais Twitch avec Amazon. Donc, en fait, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, par exemple, pour la Ligue 1, vous pouvez vous abonner aux chaînes Twitch, à une chaîne Twitch par mois, sans débourser d'argent. Voilà. Les abonnements, ça va entre 4 euros, je crois que c'est 3,99 €. Il y a une deuxième formule, j'ai plus le prix en tête, mais on vous Je crois que dira c'est tout dans le 4, détail. 8 et 15, je crois. Voilà. On vous dira tout dans le détail parce que voilà, mais en tout cas, ça va être mis en place rapidement. Et je vous dis, voilà, après, il y aura je vous donnerai 2-3 combines pour des fois, ceux qui sont abonnés, par exemple, à Amazon, vous ne payerez pas l'abonnement. Par contre, nous, ça nous fera quand même des retombées. Eh ben, on vous en reparlera lors Mm. du prochain podcast. Merci encore Hugo. Et à vendredi, alors, du coup, c'est cool. Ben, voilà, à vendredi. Yas, pareil, à vendredi. On va Ouais. essayer de regarder la deuxième mi-temps de l'Allemagne, Ça commence. Allemagne-Japon. Ça commence, on est bien. On Voilà. est bien. Ah, ben, formidable. Très bien. Merci encore à tous et à vendredi. Ciao. Ciao, Ciao. salut tout le monde.